Bienvenue, merci Audrey déjà, et bienvenue à ce webinaire donc organisé par le GDR qui s'intitule L'exercice physique au service des traitements en oncologie de l'immunosurveillance à la participation des patients. Donc oui, je suis donc docteur en STAPS et physiologiste de l'exercice au département prévention cancer environnement du Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et future participation. Donc, ce webinaire, c'est une opportunité peut-être pour vous de découvrir les avancées récentes et les enjeux liés à l'intégration de l'exercice physique ou de l'activité physique lors des traitements anticancéreux. Aujourd'hui, on a pu se réunir avec des chercheurs et des professionnels provenant de disciplines complémentaires allant de l'immunothérapie, l'oncologie, l'activité physique et la sociologie. Et le but sera de vous présenter comment l'activité physique peut non seulement améliorer le bien-être des patients, mais aussi peut renforcer l'efficacité des traitements en oncologie. Pour faire une brève introduction de ce webinaire, aujourd'hui, il faut savoir que la cancérologie connaît une véritable révolution thérapeutique avec l'arrivée de l'immunothérapie. En fait, c'est un traitement qui mobilise le système immunitaire du patient pour combattre la tumeur et ce traitement a vraiment transformé de manière significative la manière dont on traite certains patients et donc leur survie pour certains d'entre eux. Et puis, en fait, le problème, c'est que leur efficacité dépend de nombreux facteurs, comme l'état fonctionnel du système immunitaire et l'environnement de la tumeur. Et puis, parallèlement à tout ça, certaines études donc, ont montré que l'activité physique, au-delà des bénéfices déjà connus et robustes de l'activité physique sur l'amélioration de la qualité de vie, la diminution de la fatigue, l'amélioration de la composition corporelle, l'exercice pourrait jouer un rôle crucial en soutenant l'efficacité des traitements anticancéreux innovants, notamment justement en mobilisant le système immunitaire. Et en fait, donc l'exercice physique pourrait s'affirmer comme un outil complémentaire vraiment prometteur. Donc, lors de ce webinaire, on va donc parler de l'immunothérapie, du système immunitaire, de l'environnement de la tumeur et des cellules tumorales, les mécanismes biologiques par lesquels l'exercice améliore l'immunothérapie, l'immunosurveillance, les stratégies pour intégrer l'activité physique dans les parcours de soins des patients. Et enfin, on va partir sur la recherche translationnelle et parler de la recherche participative. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette recherche-là. Et pour répondre ou pour aborder le sujet de l'impact de ces approches pour encourager la participation des patients au programme d'activité physique. Donc, c'est Paul Garcia qui introduira ce webinaire. Pour l'organisation, donc ce webinaire durera environ 2 heures. Nous enchaînerons les quatre présentations et ces présentations se termineront par une table ronde où vous serez invités à poser vos questions et donc on pourra via le chat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous dire votre nom et votre prénom ainsi que votre profession si vous voyez que c'est important qu'on le sache et poser votre question de façon la plus claire possible pour qu'on puisse l'aborder. Sans plus prendre du temps, je laisse la parole à Paul Garcia, pharmacien et docteur en immuno-oncologie. Paul, c'est à toi. Je vous Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup Manon pour cette introduction et merci pour l'invitation. Donc moi aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le système immunitaire peut aider à se protéger du cancer. Avant de commencer, je vais d'abord résumer avec quelques chiffres la situation. D'abord, le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. En 2020, on a recensé plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde. Et on a également chiffré en 2020 un pourcentage de mortalité de 52% de tous les types confondus de cancer. Mais pour bien comprendre ce qu'est le cancer, c'est d'abord important
d'identifier la biologie d'une cellule saine. Donc une cellule, c'est une unité de base de tout être vivant. Elle va répondre à des besoins structurels et fonctionnels d'un organisme et va être capable de fonctionner de manière autonome et de se reproduire. Toutes les fonctions d'une cellule vont être programmées dans les gènes. Et parmi ces fonctions, on va retrouver des rôles de prolifération, de spécialisation, de métabolisme et d'apoptose, c'est-à-dire de mort cellulaire. Une cellule cancéreuse, à côté, c'est une cellule qui a une mutation dans un ou des gènes clés de sa biologie. Et en l'occurrence, on peut retrouver des signaux de mort ou de prolifération qui peuvent être perturbés. Donc, c'est-à-dire que la cellule va proliférer sans jamais s'arrêter. Et donc, les causes de cette mutation peuvent être non seulement diverses, mais il peut aussi y en avoir plusieurs à la fois. Et une cellule cancéreuse va concerner n'importe quelle partie d'un organisme. Aujourd'hui, on caractérise un cancer de différentes manières. Déjà, on considère qu'on retrouve des signaux de prolifération, que l'amas cellulaire va avoir une évasion aux facteurs suppresseurs de tumeur, qu'on va avoir une résistance à la mort cellulaire, que les cellules vont pouvoir se répliquer de manière infinie, qu'on va avoir une formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour pouvoir subvenir aux besoins métaboliques des cellules, et enfin une invasion tissulaire et une métastase, c'est-à-dire une invasion qui va être à distance de la tumeur primaire. En d'autres termes, le cancer va être défini par une prolifération cellulaire qui va être excessive, incontrôlée et qui peut se disséminer dans l'organisme. Ces 6 caractéristiques qu'on a ici définies ont été caractérisées dans les années 2000, où on mettait en avant principalement la cellule cancéreuse. Mais les connaissances sur le cancer ont beaucoup évolué au cours des 2 dernières décennies. Et on s'intéresse non pas seulement à la cellule cancéreuse, mais également à son environnement. Et en 2022, on a identifié 8 nouvelles caractéristiques du cancer qui s'intéressent à cet environnement qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Le micro-environnement tumoral, c'est un écosystème qui est complexe et qui va jouer un rôle dans le développement et la progression du cancer. On va y retrouver des composants acellulaires, par exemple le collagène, des fibres de collagène ou encore des facteurs de signalisation. On va y retrouver les cellules cancéreuses, bien sûr, mais également des cellules stromales, comme on voit ici avec des fibroblastes qui vont jouer un rôle de structure dans le tissu. Et enfin, on peut voir ici en bleu et en violet, des cellules immunitaires. Donc pour comprendre pourquoi il y a ces cellules immunitaires, c'est important de définir ce qu'est le système immunitaire. C'est un réseau d'organes, de cellules et de protéines qui vont chacune jouer un élément clé. Et ce réseau va permettre la reconnaissance et la neutralisation de signaux de danger, comme par exemple des pathogènes ou des cellules endommagées, et en d'autres termes, jouer un rôle de défense pour l'organisme. On va définir 2 catégories principales dans le système immunitaire, l'immunité qu'on appelle innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée va permettre de générer une réponse rapide, de l'ordre de quelques minutes, mais qui va être non spécifique. C'est-à-dire que ça va permettre à l'organisme de réagir de manière immédiate face à un danger. On va y retrouver plusieurs familles cellulaires, notamment des cellules dendritiques, des macrophages, des granulocytes et des lymphocytes NK. En l'occurrence, les lymphocytes NK, qu'on appelle aussi natural killers, vont jouer un rôle clé dans la réponse innée en éliminant les cellules qui vont être soit infectées, soit endommagées. On va y retrouver 3 fonctions majeures, notamment la sécrétion de cytokines, donc un rôle de communication entre les cellules, mais également une activité directe de cytolyse et une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps, qui en d'autres termes vont avoir un rôle de destruction cellulaire. Ensuite, dans l'immunité adaptative, on va avoir une réponse qui va être plus lente, de l'ordre de jours, mais qui cette fois-ci va être spécifique à un signal donné, à un danger spécifique. Et donc, cette immunité adaptative va permettre à l'organisme de construire
une défense qui va être non seulement efficace, mais aussi complète face à un danger. On va y retrouver deux familles cellulaires principales, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et si on s'intéresse ici principalement aux lymphocytes T, on sait non seulement qu'elles se spécifient après une étape d'activation, notamment par des cellules de l'immunité innée, comme des granulocytes ou des cellules dendritiques, et cette spécification peut donner deux types cellulaires conventionnels. On va retrouver les lymphocytes T CD4+, avec les auxiliaires et les régulateurs qui vont donc avoir un rôle d'activation et de régulation de la réaction immunitaire, mais aussi des lymphocytes T CD8+, avec les cytotoxiques, qui vont avoir plutôt un rôle de destruction cellulaire. Et dans un contexte de cancer, les cellules cancéreuses vont exprimer des motifs moléculaires associés aux dégâts ou encore des néo-antigènes. Et ce sont deux signaux de danger qui peuvent être non seulement reconnus par les cellules immunitaires, mais qui va engendrer un recrutement de nouvelles cellules immunitaires contre ces cellules cancéreuses. Donc, en d'autres termes, les cellules immunitaires vont contribuer à la défense de l'organisme contre la progression tumorale. Cependant, les tumeurs vont utiliser des mécanismes qu'on dit d'échappement immunitaire. Il y a plusieurs types de mécanismes, mais en l'occurrence, on va s'intéresser à la modulation de l'immunogénicité, parce qu'en effet, afin d'éviter les risques de maladies auto-immunes, le système immunitaire va utiliser des régulateurs, qu'on appelle les points de contrôle immunitaire. Et en fait, ces points de contrôle vont permettre d'assurer l'équilibre entre la défense de cellules qui peuvent être endommagées ou contaminées, mais également la tolérance avec les cellules saines qui font partie de l'organisme. Mais les cellules cancéreuses vont être capables d'exprimer des protéines qui perturbent ces points de contrôle immunitaire, par exemple PD-L1, et qui vont ainsi engendrer Ah, ça va, j'ai que 15 minutes de retard. une tolérance de cette immunité. Donc, en d'autres termes, le cancer va se développer avec une défense inefficace de la part de l'organisme. Les traitements dans le cancer vont ainsi se baser selon un protocole, selon la taille et le niveau d'invasion de la tumeur. Pour des tumeurs qui vont être relativement petites et non invasives, on va avoir principalement recours à la chirurgie. Pour des tumeurs qui sont moyennes et peu invasives, on va avoir principalement recours à la radiothérapie pour pouvoir brûler les zones adjacentes où on va avoir une invasion tumorale. Et pour des tumeurs qui vont être plus invasives, on va avoir principalement recours à la thérapie médicamenteuse. Et selon le grade de la tumeur, on va avoir recours à soit un, deux ou trois types de ces traitements. Et dans les thérapies médicamenteuses, on peut y retrouver bien sûr les chimiothérapies, mais récemment, on va avoir principalement un nouveau type de traitement qui est développé, qui sont les traitements immuno-oncologiques, donc qui s'intéressent justement à ce système immunitaire dans le cadre du cancer. Et l'un des types majeurs de ces traitements immuno-oncologiques, qui a valu un prix Nobel en 2018, sont les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, avec par exemple des anti-PD-1 ou anti-PD-L1, qui vont contribuer à bloquer cette inhibition des cellules immunitaires sur les cellules, des cellules tumorales sur les cellules immunitaires. Et donc permettre aux cellules immunitaires d'attaquer à nouveau les cellules tumorales. On va retrouver également d'autres types de traitements immuno-oncologiques avec les thérapies cellulaires comme les CAR-T. On utilise des lymphocytes T du patient qu'on reprogramme pour attaquer spécifiquement les tumeurs, ou encore des vaccins oncologiques, des immunomodulateurs ou des combinaisons de différentes thérapies. Mais ces traitements ont cependant plusieurs limites, notamment au niveau de la faible prédictivité de la réponse chez les patients, avec des patients qui peuvent ne pas répondre du tout à ces types de traitements. On a également des effets secondaires qui peuvent être importants, notamment avec des maladies auto-immunes liées à la suractivation du système immunitaire. Les coûts de ces traitements peuvent également être élevés, avec des thérapies qui peuvent coûter plus de plusieurs milliers d'euros par injection. Les traitements sont également à longue durée, peuvent durer de l'ordre de semaines, voire de mois.
Et enfin, on peut avoir une résistance acquise au traitement avec le système immunitaire qui développe de nouveaux mécanismes d'échappement immunitaire et qui rendent donc ces traitements inefficaces. Donc, pour résumer, le système immunitaire va reconnaître les cellules cancéreuses et va s'en défendre. Les cellules cancéreuses peuvent donc se reprogrammer pour échapper au système immunitaire. Des traitements peuvent donc être donnés pour réactiver ce système immunitaire et défendre à nouveau l'organisme. Et enfin, la réponse à ces traitements peut être variable selon les patients. Et au vu de cette variabilité, il va être essentiel de stimuler l'activité immunitaire pour avoir une meilleure réponse à ces traitements. Et parmi ces différentes manières de stimuler l'activité immunitaire, des études récentes ont montré que l'activité physique favorisait l'activité de ce système immunitaire et donc la réponse aux immunothérapies, notamment liée avec la perfusion des tissus avec le sang, mais également avec une plus grande quantité de cellules circulantes, de cellules immunitaires circulantes dans les tissus. Donc, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Manon pour la suite de la présentation. Merci Paul. Alors, donc je prends le relais de Paul pour cette fois-ci donc rebondir sur son avant-dernière slide qui portait sur l'effet de l'exercice sur le système immunitaire et donc sur le lien potentiel avec enfin, l'amélioration des traitements anticancéreux, notamment en l'immunothérapie. Et donc, je vous présenterai lors de ces 10 prochaines minutes l'effet de l'exercice aigu pré-administration de l'immunochimiothérapie dans les cancers métastatiques. Je vous présenterai des données précliniques et des données issues d'une étude clinique. Alors, comme nous venons de voir, donc l'exercice, il y a un lien assez clair maintenant entre l'exercice et le système immunitaire. Et puis, donc, souvent, et depuis avant en tout cas, le muscle était considéré uniquement comme un organe moteur. Et aujourd'hui, il est reconnu comme un organe endocrinien. Et lors de sa contraction, il va donc sécréter, les muscles vont sécréter des molécules appelées des myokines ou encore des exerkines dans la littérature. Et donc, ça peut être des protéines, des cytokines ou encore des métabolites. Et je m'arrêterai juste quelques temps sur les cytokines, comme les interleukines, la 6, la 7, la 8, il y en a beaucoup. Et notamment, on a beaucoup entendu parler de l'effet de l'exercice sur la sécrétion, l'augmentation de la sécrétion de l'IL-6. En effet, elle est connue comme une molécule inflammatoire. Et en fait, effectivement, lorsqu'on fait de l'exercice, on va stimuler la production d'IL-6 au niveau circulant, au niveau du sang périphérique. Mais il faut savoir que la répétition d'exercice et donc de stimulation des IL-6 va entraîner une sécrétion, par exemple, d'IL-10, qui sont des cytokines qui sont anti-inflammatoires. Voilà, ça pourrait expliquer le lien entre l'exercice aigu, chronique et l'effet anti-inflammatoire de l'exercice. Et une étude qui a, on va dire, boosté le domaine de l'exercice oncologie et immunologie, ce sont les travaux du groupe de Pedersen au Danemark et qui ont montré que la myokine, donc l'IL-6, va en fait stimuler la production de cellules tueuses naturelles, de NK, et ils ont observé une réduction de la croissance tumorale dans leur modèle murin. Et effectivement, lorsque vous faites de l'exercice, on va dire de niveau modéré intense, on va observer au niveau du sang circulant une augmentation du nombre de lymphocytes au niveau du sang. Donc, on appelle ça une lymphocytose. Donc, l'effet de l'exercice sur le système immunitaire est déjà reconnu depuis une décennie. Et juste pour vous présenter brièvement les mécanismes de mobilisation de ces lymphocytes. Alors, quand vous faites de l'exercice, on augmente la pression artérielle, mais aussi les forces de cisaillement dans les vaisseaux, ce qui va entraîner
Donc, on appelle ça une démargination des lymphocytes qui sont en fait situés au niveau de la paroi vasculaire. Et ces cellules-là vont se retrouver plus un nombre plus important au niveau circulant et aussi avec parfois un phénotype plus cytotoxique envers les cellules tumorales. D'autre part, l'exercice va entraîner une augmentation de la sécrétion d'adrénaline et en fait, ça va aller stimuler les récepteurs bêta-2 adrénergiques qui sont situés à la surface par exemple, des cellules naturelles killer et des lymphocytes T, CD8, donc cytotoxiques, et ça va entraîner une augmentation de l'activité de ces lymphocytes au niveau circulant. Voilà ce qui se passe quand on fait un exercice aigu. Donc, juste pour préciser, quand je parle de aigu, je ne fais pas référence à l'intensité, mais à l'effet transitoire qu'induit un exercice au niveau de la physiologie de l'organisme, à distinguer de l'effet chronique de l'exercice, qui est plutôt l'effet répété et de l'exercice qui va entraîner des adaptations physiologiques à long terme. Donc, à noter aussi que l'exercice, que la mobilisation des lymphocytes est proportionnelle à l'intensité de l'effort. Et ce que vous voyez ici à la fin de l'exercice, donc vous avez lors de l'exercice, pendant l'exercice, donc une augmentation de l'activation des lymphocytes au niveau circulant. Et 1 à 2 heures après l'effort, on voit une diminution du nombre de lymphocytes au niveau circulant, ce qu'on appelle des open window dans la littérature. Donc, à 1 à 2 heures, on observe une diminution du nombre de lymphocytes en dessous du niveau basal. Et là, je voulais bien noter que ce n'est pas une immunosuppression. En fait, c'est la capacité des lymphocytes à se redéployer dans d'autres organes. Et il faut savoir que des études ont montré que dans la phase post-exercice, on avait une augmentation de 60% de la capacité cytotoxique, donc la capacité de détruire des cellules, de la part des lymphocytes NK contre des lignées cancéreuses. Et ça a lieu 1 heure à peu près post-effort. Et concernant les adaptations immunitaires après un entraînement, en fait, il s'agit de l'effet de l'accumulation des effets des exercices aigus et ça va entraîner une amélioration de la capacité cytotoxique des cellules, des lymphocytes T ou encore NK. Ça va diminuer l'inflammation chronique. Il faut savoir que l'inflammation a un effet négatif sur la fonction des lymphocytes T. Donc, en diminuant l'inflammation, on va améliorer la fonction des lymphocytes. Voilà. Et donc, des études récentes, j'ai mis un humain, mais en fait, j'aurais dû mettre plutôt une souris. C'est vraiment pour montrer que c'est pas fait chez l'humain encore, mais plutôt chez la souris. Il y a des études qui montrent que lors d'un exercice aigu, donc l'effet transitoire de l'exercice, on augmente la perfusion sanguine, c'est-à-dire le sang, l'apport de sang vers la tumeur. Ça va donc diminuer l'hypoxie intratumorale, donc diminuer les zones dépourvues en oxygène qui sont néfastes pour l'efficacité des traitements. On peut aussi observer, grâce à cet effet, une modification du métabolisme des cellules tumorales en diminuant le métabolisme glycolytique vers un métabolisme oxydatif. Et comme je vous l'ai dit, donc l'effet de l'exercice sur sur les lymphocytes, ça va donc en action avec l'augmentation de la perfusion, ça va améliorer donc l'infiltration des cellules immunitaires dans la tumeur et expliquer ce qu'on peut observer dans la littérature sur l'effet de l'exercice, sur la diminution de la croissance tumorale dans certains modèles tumoraux. Et donc, c'est sur cette base scientifique que j'ai mené ma recherche doctorale. Et donc, je commencerai par vous présenter l'étude préclinique qui avait pour objectif de tester l'efficacité d'un exercice qui était réalisé dans l'heure qui précédait l'administration de l'immunothérapie, de la chimiothérapie, dans un modèle murin de cancer colorectal. Et on voulait observer donc cet effet de l'exercice réalisé juste avant les traitements sur la croissance tumorale, sur l'infiltration des cellules immunitaires dans le micro-environnement tumoral et sur des marqueurs de l'angiogenèse. Donc pour ça, on a utilisé un modèle murin
des femelles immunocompétentes. On les recevait à 4 semaines, donc c'est des souris qui sont plutôt jeunes. On les acclimatait à l'animalerie, on les familiarisait au tapis de course. On leur faisait un test de vitesse maximale pour individualiser l'intensité des séances d'exercice. Ensuite, on administrait les cellules tumorales dans les souris. On laissait croître la tumeur pendant une semaine et on commençait le traitement combiné ou pas à l'exercice. Donc, on avait 4 groupes, un groupe contrôle, donc tous les souris avaient donc des tumeurs, donc un groupe contrôle, un groupe exercice seul, un groupe traitement et un groupe où on combinait l'exercice et le traitement. Et donc, ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, c'est que au bout d'une semaine, on avait une diminution significative de la croissance tumorale comparée au groupe qui avait seulement le traitement. Et on a pu observer au bout d'une semaine d'exercice plus traitement ou traitement seul qu'il y avait une augmentation de l'infiltration des lymphocytes T, notamment des lymphocytes cytotoxiques. Et on s'est demandé qu'est-ce qui pourrait se passer si on augmentait la durée de l'entraînement, de l'entraînement. Et malheureusement, on n'a pas vu d'effets bénéfiques supplémentaires sur l'efficacité du traitement au bout de 3 semaines. Pareil, on n'a pas vu d'effet de l'entraînement de 3 semaines sur la diminution de la prolifération de la mort cellulaire. On n'a pas observé d'effet, ni sur les marqueurs d'angiogenèse qui pourrait être le reflet d'une diminution donc, de la perfusion de la tumeur et qui pourrait donc entraîner la réduction de la croissance tumorale. Mais finalement, ces résultats qui ont été retrouvés au niveau moléculaire, c'est en fait le reflet de ce qu'on a pu voir à J16 sur la croissance tumorale, c'est-à-dire pas d'effet supplémentaire de l'exercice sur la croissance. Parallèlement à tout ça, on a mené au Centre Léon Bérard, donc pour la première fois, un essai clinique qui testait donc pour la première fois l'effet de l'exercice, du moins tout d'abord la faisabilité d'un exercice réalisé dans l'heure qui précédait l'administration de l'immunochimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer bronchique dans la petite cellule métastatique. Donc, le cancer du poumon, c'est le 3e cancer le plus fréquent en France et c'est la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde. Donc, le cancer bronchique non à petite cellule, ça représente 85% des sous-types de cancer du poumon. Et ce qui est important à noter, c'est que plus de la moitié des cancers du bronchique non à petite cellule sont diagnostiqués d'emblée à un stade métastatique, c'est-à-dire à un stade 4. Et comme Paul l'a dit, donc, voilà, l'effet de l'immunothérapie a pu augmenter la survie de certains patients, mais ces patients, notamment ceux qui se traitaient pas pour un cancer du poumon, mais tous les patients ne sont pas forcément éligibles à cette immunothérapie, ou alors soit ont une résistance innée, c'est-à-dire au départ, ou au fur et à mesure des cures de traitement, développent une résistance aux immunothérapies. Les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique présentent beaucoup d'effets indésirables liés au traitement et à la maladie métastatique qui va donc se traduire en fatigue importante ou encore en déclin fonctionnel. Et concernant les effets de l'activité physique chez ces patients, en fait, il y a peu de données sur la littérature parce que l'adhésion et la faisabilité des programmes d'activité physique est difficile à évaluer, notamment en raison de la maladie métastatique. Donc, l'objectif principal de l'étude ERICA, c'était de tester la faisabilité de cet exercice aigu pré-administration de l'immunochimiothérapie. Ensuite, les objectifs secondaires, c'était d'évaluer les effets préliminaires sur des paramètres cliniques, physiques et sur l'état général du patient. Et nous avions également des mesures de l'effet biologique de l'exercice aigu chez ces patients-là sur des marqueurs immunitaires, inflammatoires et de stress oxydant. Donc, pour être éligible, les patients devaient être nouvellement diagnostiqués d'un cancer du poumon métastatique et éligibles d'une chimiothérapie de première ligne, ainsi que combinée à l'immunothérapie. Donc, après une phase de recrutement en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'était le médecin qui proposait l'étude et on évaluait le patient en termes physiques et cliniques et on lui faisait passer également des questionnaires. Et à la suite de cela, on randomisait les patients en 2 groupes, soit un groupe exercice
soit un groupe contrôle. Donc l'ensemble des patients avaient une évaluation de leurs conditions physiques et une évaluation nutritionnelle avant la première cure de traitement. Et les patients du groupe exercice devaient réaliser un exercice de 35 minutes sur vélo à l'hôpital de jour du centre Lambert dans l'heure qui précédait l'administration de chacune des cures. Donc il y en avait 4 séparées de 3 semaines. Et on avait équipé d'une montre connectée ces patients et ils devaient réaliser à minima 6 000 pas par jour. Et on réitérait les évaluations 3 mois après le début du traitement ainsi que 6 mois après. Donc concrètement, les patients venaient au centre Léon Bérard pour leur traitement et après la consultation avec l'oncologue, euh, nous les amenions dans l'espace activité physique de l'hôpital de jour où ils devaient donc réaliser la séance de 35 minutes sur vélo à intensité modérée, individualisée en fonction de leurs conditions physiques évaluées au préalable. Et le but, c'était de réduire le temps entre la fin de l'exercice et le début de la perfusion d'immunochimiothérapie. Et lors de la première et de la dernière cure, donc la première et la quatrième cure, donc c'est à peu près mois 0 et mois 3, on réalisait des prélèvements sanguins juste avant et juste après l'exercice. Donc, concernant les résultats qui ne sont pas encore publiés, mais qui devraient l'être dans l'année 2025, donc on a repéré 91 patients entre 2021 et 2023 qui pouvaient participer à ce programme, mais 45 patients étaient éligibles, donc répondaient à l'ensemble des critères d'éligibilité. Et au total, nous avons inclus 26 patients, ce qui finalement euh, nous donnait, en randomisant avec un ratio déséquilibré, 17 patients dans le groupe exercice et 9 patients dans le groupe contrôle. Nous avons une acceptabilité, c'est-à-dire les patients ont accepté de participer à l'étude pour 91%. La moyenne d'âge de notre population était de 61 ans, c'était majoritairement des hommes. Environ 70% étaient des anciens fumeurs et plus de la moitié avaient des antécédents cardiovasculaires et 38% présentaient déjà avant le programme une dénutrition, donc une inclusion. Alors, concernant les résultats de la faisabilité, ici, vous voyez en bleu, c'est donc le flux de patients qui ont bien réussi à faire les séances d'exercice pré-traitement. Donc, pour 81% des participants, ils ont ils ont réussi à réaliser les séances euh, d'exercice. Pour certains, on a dû adapter la dose, c'est-à-dire l'intensité ou la durée. En tout cas, aucun des patients n'a déclaré d'effets indésirables liés à l'exercice. Et on a réussi à réduire de 38 minutes la fin de l'exercice et la durée entre la fin de l'exercice et le début de l'administration des traitements. Pour les patients à qui on avait donc donné une montre connectée, on a donc eu une bonne acceptabilité du programme puisque 75% des participants ont atteint les objectifs de marche en marchant plus de 8 000 pas par jour et en maintenant ce rythme tout au long de la première phase de traitement. Bien qu'on n'ait pas eu d'effet sur la condition physique après les 3 mois d'intervention, on a eu des effets encourageants sur l'amélioration de la qualité de vie, la réduction de la fatigue. Donc ces résultats sont à confirmer puisqu'ils sont non significatifs. La prochaine étape, c'est donc d'analyser les données brutes issues d'analyse du système immunitaire des patients. Et donc pour conclure c'est ma présentation, ce que je veux que vous reteniez finalement, c'est que réaliser un exercice, en tout cas implémenter un exercice en hôpital de jour ou en hospitalisation complète dans la période d'administration des traitements est quelque chose de réalisable, de faisable, qui est sans danger pour les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique. On a réussi à avoir des résultats préliminaires qui sont encourageants pour développer un essai randomisé contrôlé donc à l'échelle française. Et donc, finalement aussi, ce qui a été appréciable durant toute cette mise en place de l'étude, c'est l'équipe interdisciplinaire qu'on a réussi à mobiliser dans le cadre de cette étude. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la main à Rodolphe. Merci Manon. Alors, tac.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je prends le relais de Manon pour vous parler de l'importance et l'intégration de l'activité physique au cours des traitements en oncologie. Alors, on va reprendre un peu de hauteur, on va sortir de la cellule et la partie physiologique pour parler plus de l'application concrète sur le terrain et notamment faire un focus sur ce qui se passe au sein du centre Léon Bérard. Mais juste avant, je voulais qu'on revienne ensemble du coup sur le fait qu'aujourd'hui, l'activité physique adaptée, c'est reconnu et fait partie des plans nationaux et stratégies nationales de santé. Tout d'abord avec l'Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui reconnaît depuis 2011 l'APA comme une thérapeutique non médicamenteuse, qui a permis son intégration au sein des soins de support d'oncologie. Ensuite, au fil des différents plans cancer, donc notamment celui de 2014-2019, où là, l'activité physique, elle a été intégrée aussi sur la promotion notamment des patients dans le cadre de la prévention des effets secondaires des traitements et des séquelles, avec du coup la définition des modalités d'intégration de l'activité physique dans le parcours de soins, aussi dans l'idée de pouvoir rendre l'activité physique accessible dès l'hôpital et surtout en dehors. Ensuite, dans le cadre législatif, il y a eu une évolution forte qui a boosté aussi le développement de l'activité physique euh, dans la prise en charge des patients atteints de cancer. C'est la loi du sport sur ordonnance, dans le cadre de la modernisation du système de santé en 2016, où les médecins, du coup, pouvaient prescrire de l'activité physique. Et différents amendements au fil des années ont permis aussi d'élargir les différentes populations de patients pouvant bénéficier de l'activité physique et aussi en donnant la possibilité à tous les médecins aujourd'hui de pouvoir prescrire l'activité physique adaptée avec une posologie adaptée, de nombreux guides qui ont été développés, notamment l'autorité de santé aussi qui s'est attelée à du coup donner des outils pour aider à la prescription. On a aussi donc dans les programmes nationaux nutrition santé l'activité physique qui est représentée de manière importante où on voit l'activité physique qui doit être utilisée comme moyen thérapeutique dans la prise en charge des patients, que ça soit aussi en prévention secondaire et tertiaire, mais aussi en prévention primaire. Et l'activité physique, elle a connu aussi un autre boom après 2016, c'est celui de la préparation et la mise en place des Jeux Olympiques en France, avec donc la stratégie nationale sport-santé qui a, dans cette stratégie, mis en place différentes campagnes de communication pour sensibiliser à l'activité physique. On a aussi eu le droit à la mise en place et l'ouverture de 500 maisons sport-santé pour, sur le territoire, avoir une offre adaptée aux patients qui puissent aussi être orientés, relayés aussi dans le cadre du parcours de soins après la prise en charge hospitalière. Et on a du coup dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer qui court jusqu'en 2030 aussi toujours l'activité physique qui est intégrée au même titre que l'alimentation, la prise en charge diététique, la diminution de la sédentarité toujours dans le cadre de la prévention des séquelles, des effets secondaires et du maintien de la qualité de vie, avec aussi donc toute cette idée de pouvoir garantir l'accessibilité à chaque patient à une offre de soins de support qui est exhaustive et l'activité physique en fait partie. Donc Manon l'a dit en introduction, l'activité physique aujourd'hui, on sait que c'est bénéfique, même si à travers les différentes présentations qu'on vient d'avoir, il reste des éléments à explorer pour comprendre comment l'activité physique agit positivement sur la santé et sur notamment la tumeur, le cancer, quel lien elle a avec les traitements. Néanmoins, du coup, on peut affirmer aujourd'hui avec un niveau de preuve scientifique élevé, vous voyez du coup avec les lettres entre parenthèses qui correspondent à la plus grande preuve scientifique et du coup BEC aussi des preuves solides, que l'activité physique de source sûre améliore la qualité de vie, que ce soit pendant ou après les traitements. Ça participe aussi également à améliorer la tolérance des traitements et à réduire certains effets secondaires. On va y revenir avec la fatigue. Et l'activité physique permet aussi on va dire, de conserver une composition corporelle, voire de l'améliorer, tout en essayant de limiter la perte de masse musculaire et limiter la prise de masse grasse. Le déconditionnement physique aussi, il est atténué, il est réduit grâce à l'activité physique régulière. Ça permet de conserver des capacités, de maintenir aussi un état de forme. Donc avec notamment la fatigue, qui est aujourd'hui l'activité physique, le seul traitement entre guillemets reconnu comme efficace, avec selon certaines études 30 à 40% du niveau de fatigue qui peut être réduit. Et différentes études, alors pas sur toutes les pathologies, ça va être sur cancer du sein, prostate, côlon notamment, où on voit aujourd'hui le risque de récidive qui est diminué grâce à une pratique d'activité physique régulière. Par exemple, 24% de risque en moins pour
pour les femmes atteintes de cancer du sein. Sur la mortalité spécifique aussi en lien avec le cancer, on va avoir des résultats probants au niveau du cancer colorectal avec près de 40% de diminution du risque et puis un risque de mortalité globale qui est également diminué et surtout une espérance de vie en bonne santé prolongée. Donc l'HAS, l'INCa, donc les sociétés savantes, elles sont aussi unanimes pour dire que les effets sont plus importants quand l'activité physique elle est débutée tôt pendant les traitements pendant les traitements d'oncologie. Il ne faut pas attendre d'avoir terminé les traitements pour se mettre à l'activité physique. Il est également du coup proposé et également plus efficace lorsque l'activité physique est proposée dans le cadre d'un programme supervisé d'activité physique avec des professionnels qui sont spécifiquement formés. Donc aujourd'hui, différentes méta-analyses, recommandations des sociétés savantes, elles sont toutes unanimes pour dire que c'est une perte de chance pour les patients de ne pas profiter d'un programme d'activité physique adapté, ou en tout cas d'être encadré par un professionnel, d'être orienté dans le cadre du parcours de soins, et qu'il est important de s'efforcer du coup à lutter contre la prise en charge enfin, la prise de poids, la sédentarité, à tous les stades de la maladie, que ce soit avant, pendant ou après le cancer. En ce qui concerne les recommandations pour atteindre justement et espérer obtenir ces bénéfices, aujourd'hui, donc, on sait que les recommandations finalement sont les mêmes que pour la population générale quand on est atteint de cancer ou qu'on a eu un cancer au cours de sa vie. Alors, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup en fonction de ce qu'on fait. Néanmoins, aujourd'hui, déjà dans la population générale, c'est compliqué d'atteindre les recommandations. Alors, vous imaginez bien qu'avec des effets secondaires, des traitements, des chamboulements dans notre vie, c'est pas toujours évident. Donc ça, Charlotte pourra nous en parler aussi un petit peu tout à l'heure sur l'engagement. Néanmoins, du coup, on est sur 150 minutes d'activité physique par semaine, conseillé avec une association de renforcement musculaire 2 fois par semaine, et aussi donc limiter la sédentarité, c'est-à-dire passer le moins de temps possible assis dans la journée, idéalement moins de 8 heures par jour, et en essayant d'entrecouper les périodes prolongées pendant lesquelles on est assis dans la journée. Donc ça, c'est aussi donc la première chose qu'on va indiquer aux patients, c'est déjà dans un premier temps de limiter la sédentarité et de continuer à bouger le plus normalement possible pendant les traitements. Pour faire un focus maintenant sur le centre Léon Bérard, c'est donc l'un des 18 centres Unicancer en France qui est exclusivement dédié à la cancérologie, avec 3 grandes missions, le soin, l'enseignement et la recherche. Près de 40 000 patients chaque année sont accompagnés et près de 13 000 nouveaux patients chaque année sont suivis au sein de l'établissement, avec une activité large qui va du dépistage à la prise en charge de la maladie et le suivi après cancer. Et donc, au sein du centre Léon Bérard, existe le département prévention cancer environnement, à l'intérieur duquel il y a une équipe qui est dédiée exclusivement à la prise en charge en APA des patients, avec différents profils. On va retrouver des coordinateurs APA, des coordinateurs sur les projets de recherche, un médecin du sport, des médecins nutritionnistes, des chercheurs en épidémiologie spécialisés dans la nutrition, des chercheurs en APA, des diététiciennes, des attachés de recherche clinique et des enseignants en APA, bien sûr, qui travaillent tous ensemble. euh, Je pense que Rodolphe n'a plus de batterie. Peut-être Euh, on va peut-être l'attendre 2 petites minutes, le temps qu'il se reconnecte. alors moi j'ai encore son écran d'afficher. Et je pense qu'il doit plus avoir ça. Non, non, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Donc, Euh, bon, je, je pense qu'il va se reconnecter. Ah, oui, il a disparu de l'écran. Alors j'en profite. En attendant que Rodolphe se connecte, pour faire l'annonce des prochains webinaires. Euh, donc on a un prochain webinaire prévu le 15 janvier, toujours de 16 h à 18 h, c'est donc un mercredi également. Et lors de ce webinaire, je présenterai donc le GDR
ces nouveaux axes scientifiques, son fonctionnement et les différentes actions à venir. Donc, nous allons commencer la promotion, la diffusion de l'information ce mois-ci, puis avec les newsletters. Mais voilà, vous pouvez déjà mettre dans vos agendas, le 15 janvier, on aura un webinaire de présentation du GDR. Désolé, ça a coupé. Alors, je ne sais pas si où je vous ai perdu. Alors, on était sur la diapositive de l'APA. Voilà, celle-là. Parfait, super. Désolé, j'ai une connexion qui est instable. Du coup, j'espère que ça va pas Aucun recouper. souci. Alors, du coup, je disais, donc, on a une équipe de professionnels qui travaillent ensemble en synergie pour accompagner les patients dans le cadre de l'activité physique, que ce soit sur les activités de recherche et les activités cliniques inscrites dans le parcours de soins des patients, avec aussi des collaborations avec les cliniciens de l'établissement, avec les chercheurs de l'établissement en dehors de notre unité, et aussi du coup des collaborateurs qui sont externes avec qui on va travailler, par exemple le réseau NACRE, pour en citer juste un seul, sinon la liste serait longue. Euh, donc, hop, je poursuis. Donc, avant d'avoir tout ça au Centre Léon Bérard, donc c'est mis en place différents dispositifs. L'idée, c'est de rétropédaler un petit peu pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est construit au fil des années, avec donc en première, en première action, du coup en 2009, la mise en place et la création du département prévention cancer environnement, qui a permis du coup en 2010 de pouvoir créé le premier programme d'activité physique adapté pour les patients adultes, donc au début exclusivement dédié aux femmes atteintes de cancer du sein, avec seulement des séances aussi qui se faisaient en dehors des périodes d'hospitalisation. Donc on était pendant le parcours de soins au moment des traitements, mais c'était des venues spécifiques en dehors de l'hôpital où les patients pouvaient bénéficier de séances de marche nordique, par exemple, ou de gymnastique. Puis en 2011, a été mis en place la première étude en lien avec l'activité physique au sein de l'établissement, une étude randomisée qui s'appelle Pas à Pas pour tester la faisabilité d'un programme d'activité physique de 2 semaines, de 2 séances par semaine pendant 6 mois euh, pendant les traitements, qui s'avérait du coup largement faisable et qui a permis de pouvoir développer largement le programme qui était développé en 2010. Ensuite, on a eu aussi une nouvelle approche dans le cadre de l'accompagnement des patients avec l'éducation thérapeutique qui a vu le jour au sein du centre Léon Bérard et qui a permis de mettre en place une nouvelle étude qui s'appelle EduCaps, qui a permis de montrer l'impact, enfin l'intérêt de pratiquer des ateliers ETP-APA dans le cadre de ce parcours-là. Et du coup, les patients du coup ont été les patients atteints de cancer du sein qui ont largement du coup apprécier du coup la participation et notamment au niveau de la qualité de vie, on peut noter des éléments qui permettaient du coup d'avoir des ressources et des outils utiles dans leur quotidien. Ensuite, on a eu en 2016 donc la première étude aussi en lien avec les adolescents et jeunes adultes, donc les patients âgés de 15 à 25 ans, l'étude Prévapaja, qui a permis de montrer déjà que l'activité physique était faisable pendant les traitements, mais surtout qu'elle améliorait différents paramètres tels que la fatigue, la qualité de vie, et s'inscrit aussi également dans la prévention du risque de second cancer. Et directement ensuite, donc on a enclenché avec le premier programme dédié aux patients âgés de moins de 25 ans, donc de la pédiatrie, donc à partir de 6 ans jusqu'à 25 ans, où des séances régulières sont proposées aux patients. En 2017, ensuite, a été mis en place le dispositif Bouger en hôpital de jour qui était assez innovant. En fait, on s'est, après un constat, rendu compte que les patients attendaient au moyenne 2 heures les patients ou patientes, lorsqu'ils venaient lors de la chimiothérapie. Et l'idée est venue de pouvoir profiter de ce temps d'attente et de l'optimiser en proposant des conseils aux patients, en proposant aussi de les faire bouger pendant ce temps d'attente. Et on a du coup développé ce dispositif qui perdure encore aujourd'hui et qui a permis notamment du coup de faciliter la mise en place de l'étude ERICA dont Manon a parlé. Il y a eu la première étude aussi auprès des populations plus vulnérables, les patients métastatiques, avec les femmes atteintes de cancer du sein métastatique dans l'essai ABLE2, qui permettait de démontrer, notamment avec les outils connectés, une montre connectée, de mettre en place une activité physique, même dans ces situations plus complexes en termes de santé, et qui a ensuite vu le jour sur une deuxième version d'ABLE2, qui est une étude randomisée, cette fois-ci qui était une étude d'impact pour mesurer l'amélioration de la qualité de vie des patients.
En septembre 2018, on a eu aussi la chance de pouvoir inaugurer un espace dédié à l'activité physique au sein de l'établissement. On va y revenir, ça s'appelle l'espace pyramide. On a également lancé la première étude multicentrique de l'établissement en lien avec l'APA qui s'appelle l'étude DISCO pour tester différentes modalités d'intervention avec des outils connectés auprès des femmes atteintes de cancer du sein. On a également lancé le projet PASCA, qui est un projet qui s'intègre dans l'après-cancer avec la prévention des séquelles, où les patients bénéficient d'une évaluation de l'activité physique et une orientation en fonction de leurs besoins. Et également une étude en oncogériatrie qui a été initiée avec le projet OCAPI auprès des patients en hématologie, qui nous a permis également de tester donc pour les patients hospitalisés dans le cadre de leur hématopathologie, pardon, a pu nous permettre de tester l'activité en chambre stérile dans le cadre d'un projet de recherche. Ensuite, donc en 2019, on a aussi lancé un projet pluridisciplinaire avec un hôpital de jour qui permet d'évaluer donc les besoins des patients au niveau d'activité physique, au niveau diététique, avec un bilan métabolique et de la condition physique, euh, qui permet d'accompagner les patients en situation de surpoids ou d'obésité. En 2020, on a aussi donc lancé dans le cadre du contexte de la Covid le premier programme APA en distanciel accessible aux patients. Et aussi, donc, on participe depuis 2020 aussi à un essai européen du coup sur l'activité physique adaptée pour mesurer l'impact de l'activité physique pendant les traitements chez les enfants et adolescents âgés de moins de 21 ans et qui va bientôt terminer son recrutement. En 2021, on a du coup le projet RICA dont Manon vous a parlé et la mise en place de l'hôpital de jour spécifique après cancer pour les adolescents et jeunes adultes, dans le cadre aussi notamment de l'offre qui s'est développée à ce moment-là dans la pré-cancer avec une formule de prise en charge pour la prise en charge psychologique, diététique et d'activité physique notamment. En 2022, donc, où il y a Charlotte qui pourra vous en parler tout à l'heure du projet Alliance, qui est notre premier projet de recherche collaboratif qui a été mis en place avec les adolescents et jeunes adultes. On a lancé aussi en parallèle de cette année-là un projet de prévention des chutes plus large dans lequel s'intègre l'activité physique adaptée. En 2023, avec la grande diversité des différents dispositifs qui sont en place au sein de l'établissement et du nombre de patients croissants qui sont accompagnés, on a eu la nécessité de mettre en place un nouveau support digital pour faciliter la coordination du parcours du patient. Et en 2024, on a mis en place aussi un nouvel hôpital de jour, cette fois-ci dans la suite directe de l'étude PASCA, qui a montré de nombreux bénéfices sur la prévention des séquelles, une prise en charge, cette fois-ci inscrite dans le cadre clinique avec des bilans après la fin des traitements. Et en 2025, euh, euh, une ouverture est prévue donc, de notre centre de prévention qui verra le jour et qui permettra de développer des nouvelles actions, cette fois-ci auprès des aidants, auprès des personnes susceptibles de développer un cancer ou dans la population générale de manière plus large. Pour vous donner quelques chiffres, donc au fil des années, on voit une évolution permanente du nombre de patients accompagnés. Donc là, on va jusqu'en 2023, c'est plus presque 7500 patients accompagnés en APA avec une évolution énorme entre le premier programme où on avait 50 personnes atteintes de cancer du sein qui étaient accompagnées et aujourd'hui, on a une grande diversité de profils de patients, hommes, femmes, tout type de cancer, cancer avancé ou non, avec près de 1630 patients accompagnés en 2023. Et ça, c'est pas anodin, avec notamment l'ouverture de l'espace pyramide. Donc, c'est un espace dédié directement au sein de l'établissement, qui s'appelle l'espace pyramide parce qu'il est sous une pyramide de verre, avec une salle de cours collectif qui est juste ici, un plateau cardio avec des machines de renforcement musculaire, des salles de bilan, d'évaluation pour pouvoir accueillir les patients au niveau des bilans initiaux d'entrée, de suivi et de fin de programme, et une salle d'éducation thérapeutique. Donc, pour vous donner des chiffres une nouvelle fois, donc c'est plus de 262% d'augmentation de patients accompagnés depuis l'ouverture de l'espace pyramide. En 4 ans, on a fait près de 5800 patients avec l'espace pyramide et en 8 ans, 1622 patients. Donc ça vous donne un peu du visu sur vraiment l'impact que peut avoir un lieu dans le cadre d'un programme d'activité physique. Et du coup, ça s'explique aussi parce qu'on a on a une plus grande visibilité, plus de proximité avec les services de soins. C'est aussi du coup des conditions parfaites avec
des meilleures conditions pour les patients. Par exemple, un détail, mais d'avoir des vestiaires à disposition, ça va faciliter le confort dans la prise en charge. Pour les professionnels, d'avoir du matériel aussi adapté. Donc tout ça, ça permet aussi d'accompagner avec des patients avec de plus en plus de profils variés. Donc pour vous résumer, tous les patients, lorsqu'ils sont accompagnés au sein de l'établissement, le déclencheur, c'est le médecin qui fait un certificat d'aptitude à l'activité physique adaptée. Ensuite, le patient, il est vu dans le cadre d'un bilan avec les professionnels en fonction des besoins, plus ou moins donc, enseignant en APA systématique, plus ou moins diététicienne, plus ou moins médecin du sport, plus ou moins médecin nutritionniste. Et derrière, donc, plusieurs offres dans le parcours de soins, que ce soit pendant l'hospitalisation, en hôpital de jour, en dehors des hospitalisations et même en autonomie avec des outils qui leur sont mis à disposition. À la fin de la prise en charge, un bilan est à nouveau réalisé en fonction des besoins du patient. Toujours, il verra plus ou moins les professionnels évoqués précédemment et systématiquement une orientation vers un lieu de pratique à l'issue du programme. Je vais vous montrer une petite vidéo qui permet d'illustrer ce qui est fait au sein de l'établissement dans l'espace pyramide, mais pas que. Donc ça vous permet de voir aussi à travers la vidéo cette fameuse diversité des patients avec des hommes, des femmes. On a vu des patients qui pratiquent avec leur potence de chimiothérapie, parce que du coup, c'est pas une contre-indication, même pendant la chimio, c'est possible. Donc des séances collectives qui sont proposées majoritairement le matin, plutôt pour les adultes le matin. Le plateau donc, qui est accessible toute la journée, pour que ce soit pour les patients hospitalisés ou les patients qui habitent à côté, qui reviennent spécifiquement à l'espace pyramide, comme dans une salle de sport classique. Donc tous ces créneaux, les patients sont inscrits au préalable après avoir effectué le bilan. Donc ils ont chacun leur programme personnalisé, avec en général 2 séances par semaine. Le dispositif en hôpital de jour, donc c'est dans ce même espace que Manon aussi réalisé ses séances dans le cadre du projet Erika. Donc vraiment, il est au cœur du service de chimiothérapie, ce qui permet aux patients de ne pas stresser, de ne pas perdre son tour, et en même temps les soignants d'avoir à disposition aussi les patients lorsque le médecin est prêt. Donc ces séances en chambre stérile aussi pour les patients immunodéprimés qui n'ont pas la possibilité de sortir de leur chambre. Et pour les patients, parce que aussi, donc, ce qui est important dans notre offre, c'était pas de faire que des activités à l'espace pyramide. D'une part, parce que certains patients ne souhaitent pas forcément revenir dans le centre, ils l'associent à la maladie, au traitement, à quelque chose de négatif, et on peut totalement le comprendre. Et en même temps, parce que aussi, c'est des activités qui sont facilement reproductibles, comme la marche, et qui peuvent permettre aux patients de continuer la pratique, même une fois le programme terminé, assez facilement. Et je vous en parlais tout à l'heure, les séances en visio aussi, donc, qu'on a développées suite au Covid et qui perdurent aujourd'hui, qui permettent aux patients, soit qui habitent plus loin du centre ou qui sont plus en difficulté pour se déplacer, de pouvoir quand même bénéficier d'activités physiques. Donc, dans le bilan APA, donc, différents tests sont réalisés, donc, la force musculaire, l'endurance et différents questionnaires aussi sont soumis aux patients avec un entretien motivationnel. Voilà, je voulais juste faire, avant de terminer, un petit focus sur le programme Fox pour lancer une perche aussi à Charlotte pour que vous compreniez peut-être un peu mieux aussi son intervention. Donc, le programme Fox, c'est le programme qui est dédié aux patients âgés de 8 à 25 ans, tout type de cancer confondu, qui s'inscrit directement à la suite du projet de recherche dont on a parlé tout à l'heure, Prévapaja, où en fait on permet aux patients de venir donc, du lundi au vendredi, que ce soit à l'espace pyramide, à des séances collectives tous les jours. Quand ils ont plus de 15 ans aussi, de venir faire des séances de renforcement musculaire en individuel à l'espace pyramide, de pouvoir aussi bénéficier pour les patients qui ne peuvent pas sortir de leur chambre comme pour les adultes, et comme vous avez vu dans la vidéo, de séances individuelles en chambre stérile avec aussi une remise de kits matériels pour pratiquer en autonomie, parce que la plupart du temps, les patients sont seuls, ou en tout cas, ils sont avec leurs parents, mais ils sont sans l'enseignant en APA. Des séances collectives aussi en visioconférence 3 fois par semaine.
Et donc aussi, donc, au-delà des recommandations, des conseils, les patients bénéficient aussi de séances découvertes avec nos partenaires. Par exemple, ce samedi, avec l'ASVEL, une séance mensuelle organisée, les patients vont pouvoir jouer, faire de l'activité physique adaptée autour du basket sur le terrain de l'Astrobal. Donc en conclusion, l'APA aujourd'hui, elle est reconnue comme indispensable dans le parcours de soins en oncologie, avec, vous l'avez vu, ne serait-ce qu'à l'échelle du centre Léon Bérard, une émergence de nombreux dispositifs depuis ces 15 dernières années et avec une approche très variée, que ce soit l'utilisation d'objets connectés, que ce soit l'activité physique en distanciel, l'activité physique en présentiel, le format hôpital de jour. Voilà, vraiment, du coup, ça s'est vraiment diversifié au fil des années. Pour autant, encore aujourd'hui, de nombreux patients ne bénéficient pas d'activité physique adaptée pendant les traitements. Alors, soit c'est des fois de leur propre volonté, soit c'est du coup un manque d'accessibilité à des offres, en tout cas des offres qui ne leur conviennent pas forcément. Donc l'enjeu, il est à la fois donc, de continuer à mieux comprendre quels sont les mécanismes d'action de l'activité physique sur la tumeur, l'interaction avec les traitements pour pouvoir aussi mieux communiquer. Ensuite, de renforcer aussi la place des enseignants en APA, les professionnels qui accompagnent les patients pour systématiser l'APA dans le parcours de soins. On se rend compte qu'en discutant beaucoup avec les patients, que vraiment le contact humain est très important et les enseignants en APA sont les professionnels adéquats pour ce rôle. Et enfin, du coup, repérer et actionner les leviers motivationnels, ça va être important pour aussi renforcer l'adhésion au programme d'activité physique. Et ça passe notamment par la recherche collaborative où on va pouvoir mettre aussi l'usager au centre de la réflexion pour essayer de comprendre ce qui a plus de chances de fonctionner. Voilà, je vous remercie et je vais passer la main à Charlotte. Merci, Rodolphe. Je vais juste partager mon écran. Hop. Euh, hop. Est-ce que c'est bon maintenant? Ok, je vais peut-être activer mon son, si jamais. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Charlotte Bruno. Donc, je suis sociologue et postdoctorante aujourd'hui au laboratoire Elvis, donc à l'Université Lyon 1. Et mes travaux de postdoctorat s'ancrent notamment dans le centre Léon Bérard, puisque c'est ici que j'ai effectué ma recherche pour mieux comprendre justement les déterminants de la participation des patients aux activités physiques, donc pendant les traitements oncologiques. Et je vais prendre particulièrement le cas des adolescents et jeunes adultes, donc des AJA, que j'appellerai comme ça dorénavant dans la suite de ma présentation. Ce qui fait du coup le lien avec ce que Rodolphe vient d'expliquer sur les enjeux finalement d'améliorer ce qu'on peut proposer ici en termes d'activité physique adaptée pour favoriser l'adhésion, en tout cas la participation des jeunes à ces programmes. Alors, hop. Alors, les jeunes âgés de 15 à 25 ans donc, qui sont atteints de cancer vont subir donc, des transformations, que ce soit physiques, psychologiques ou encore sociales, pendant la puberté. La maladie, mais aussi les traitements et l'apparition d'un cancer pendant cette période de construction identitaire et progressive de l'indépendance va venir perturber finalement le processus d'autonomisation de ces jeunes. Et c'est dans ce contexte que se sont développés des programmes d'activité physique adaptée en cancérologie, donc avec des bénéfices avérés contre les comorbidités, les effets secondaires et de manière plus générale, pardon, sur la qualité de vie et l'autonomisation des malades chroniques dans la gestion continue de leur état de santé. Et la pratique régulière d'une activité physique adaptée, elle est d'autant plus importante pour les jeunes puisqu'elle contribue à la prévention du risque de développer un second cancer primaire à l'âge adulte, auquel ils sont 6 fois plus exposés que leurs pères non malades. Alors pourtant, les études, et notamment celles qui sont menées au centre, elles montrent un faible niveau d'activité physique et une baisse de la motivation pour le sport chez ces jeunes atteints de cancer. Et une revue systématique a notamment mis en évidence que la fatigue et les facteurs psychologiques sont les principaux obstacles à cette pratique physique. Alors toutefois, ces études, elles proviennent uniquement d'études quantitatives et nécessitent d'être complétées donc, par des études quantitatives donc, sur les mécanismes qui vont venir faciliter ou entraver la pratique physique de ces jeunes pendant les traitements pour ensuite proposer des stratégies appropriées pour encourager la pratique des jeunes. Alors nous, c'est dans ce contexte qu'on a lancé l'enquête Étape AJA, donc dans l'objectif de venir
étudier les savoirs. Alors, ça peut être les savoirs médicaux, les savoirs expérientiels que les jeunes vont pouvoir développer tout au long de leur parcours de soins. Et les pouvoirs, donc quand on entend pouvoir, on entend donc pouvoir d'agir, de s'exprimer, de parler, etc. Des jeunes donc, qui sont atteints de cancer au cours de leur socialisation et des trajectoires de maladie. Alors, je vais m'expliquer pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la sociologie. Donc, la trajectoire de maladie, c'est pas juste le parcours de soins. En fait, c'est vraiment un concept sociologie qui va venir prendre en compte donc, le développement physiologique de la maladie, donc jusqu'aux moyens développés par les patients pour vivre avec leur cancer. Donc, ça comprend les savoirs et les pouvoirs que j'ai évoqués juste avant, mais aussi l'impact donc de ces moyens sur les patients eux-mêmes, mais aussi de toutes les personnes qui vont pouvoir être impliquées dans leur parcours de soins et trajectoire, et ce qui va comprendre donc les proches ou encore les professionnels de santé. Et donc, l'utilisation de cette notion, elle nous permet, nous, d'appréhender les temporalités multiples, hein, et notamment du parcours de soins et ruptures en rapport avec l'évolution de la maladie, donc comme par exemple les rechutes, les événements passés, les incidences sur le parcours scolaire, les carrières professionnelles ou encore la famille. Et donc, l'analyse des trajectoires de maladie, elle nous permet de venir étudier finalement le rôle des savoirs et des pouvoirs dans la participation dans une pratique d'activité physique adaptée pendant et après les traitements du cancer, mais aussi leur rôle dans la reproduction des inégalités sociales. Alors pour cette étude, donc c'est une étude pardon, qualitative donc, qui est menée au centre Léon Bérard, donc avec des observations pendant les consultations médicales, mais aussi les séances d'activité physique adaptée, et environ 70 entretiens semi-directifs, donc avec des jeunes atteints de cancer âgés de 15 à 25 ans, des professionnels de santé comme des médecins, des psychologues, des infirmières de coordination, et des enseignants en activité physique adaptée également, et quelques parents. Et en complément, donc des statistiques descriptives sont effectuées, et les données ont aussi fait l'objet d'une analyse thématique manuelle, mais aussi textuelle informatisée que je vous présenterai juste après. Et en complément, donc Rodolphe en a parlé juste avant avec l'enquête collaborative Alliance. Donc nous, pour vraiment compléter cette enquête étape à ja, on s'est appuyé, donc, enfin, s'est appuyé et on a construit le collectif Alliance pour impliquer 7 jeunes atteints de cancer concernés dans les discussions avec les chercheurs et les professionnels. Et donc, ces patients, ils ont été formés au rôle de co-chercheurs. Ils ont ensuite été impliqués dans des réunions qui ont lieu tous les 2 mois pour participer à l'élaboration des guides d'entretien, l'analyse et l'interprétation des résultats. Et prochainement, ils seront aussi impliqués dans la diffusion des résultats. Alors justement, aujourd'hui, les résultats que je vais vous présenter, ils reposent sur la toute première vague d'entretien qui a été menée auprès des jeunes pendant la phase de traitement. Et donc l'analyse textuelle qui a été réalisée donc avec le logiciel Iramutech et qui s'affiche là à l'écran, elle nous permet finalement d'identifier les concepts centraux qui sont donnés dans les discours des jeunes pendant les entretiens. Et donc là, la classification descendante hiérarchique, elle vient distinguer donc 7 classes de formes, et chaque classe vient représenter finalement une thématique qui est représentative donc du discours des jeunes. Alors par exemple, la première classe, donc qui est la classe 7 en rose à gauche, elle représente la trajectoire de vie des jeunes avec tout ce qui est relatif à la vie scolaire ou encore aux activités physiques et sportives. Et quand on regarde les 2 dernières classes du dendrogramme, donc tout à gauche, la classe 1 en rouge, elle représente plutôt les savoirs expérientiels des jeunes, hein, donc avec des savoirs sanitaires, sportifs, organisationnels. Et la classe 6, donc en violet, elle représente les soins de support et les dispositifs d'accompagnement que peuvent solliciter les jeunes au cours de leur parcours de soins. Et ensemble, ces 2 classes, elles forment une branche en fait. Et cette branche, elle vient représenter le pouvoir d'agir des jeunes. Donc, ça, c'est un autre type d'analyse que nous propose aussi le logiciel Iramutech, donc avec une analyse factorielle des correspondances qui nous permet vraiment de venir observer les clusters et les groupes de mots donc, qui sont plus ou moins éloignés. Et donc, plus les clusters sont proches et plus ils indiquent des similitudes. Et à l'inverse, plus ils sont éloignés et plus ils vont indiquer des différences entre les thématiques. Et quand on regarde l'AFC, on observe une bipartition au niveau du facteur 1, donc qui se trouve en abscisse, entre la trajectoire de vie et la trajectoire de maladie, ce qui signifie que dans les entretiens des jeunes, ces 2 trajectoires, elles sont vraiment bien distinctes par rapport, pardon, à la trajectoire de maladie.
Puis on observe par exemple au niveau du facteur 2, donc qui lui se trouve en ordonnée, une opposition entre les classes relatives au pouvoir d'agir et les classes relatives aux activités des jeunes pendant les traitements. Et donc plus on s'approche du facteur 2 et plus on vient retrouver des activités qui vont permettre aux jeunes d'être acteurs de leur parcours de soins, et notamment par les activités physiques adaptées. Alors qu'à l'inverse, plus on s'éloigne et plus on retrouve ce travail, et pardon, alors, pardon, je me perds, et plus on s'en éloigne et moins on retrouve ce travail de santé par les activités physiques adaptées. Et donc, par exemple, on va retrouver les formes sortir, bouger, sport, musculation qui vont venir s'opposer aux formes enfermées, coucher, canapé, lit, allongé ou encore retardé. Et si on regarde le cluster tout en bas à droite, rouge et bleu, il est particulièrement intéressant puisqu'il vient montrer finalement l'importance des savoirs expérientiels des jeunes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Et dans notre cas, ces savoirs expérientiels, ils permettent aux jeunes de s'engager dans une pratique régulière d'activité physique, et notamment par une meilleure expression donc des besoins, des capacités et des préférences. Et on retrouve par exemple les formes parler, demander, proposer ou encore connaître. Et vous allez le voir, ces premiers résultats, en tout cas informatisés, ils viennent compléter les analyses thématiques manuelles qu'on a effectuées. Alors, avec ces analyses, nous, on a identifié finalement deux facteurs à l'engagement des jeunes dans la pratique d'activité physique adaptée pendant les traitements du cancer. Et donc, on montre dans un premier temps l'importance des dispositions sociales dans la capacité d'agir des jeunes atteints de cancer au travers des activités physiques. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la participation des jeunes au programme d'activité physique adaptée hospitalier, on observe que les jeunes qui sont plutôt issus des classes sociales les plus favorisées, donc sont ceux qui pratiquent régulièrement une activité physique adaptée à l'hôpital. Et quand on dit régulièrement, on a comptabilisé au-delà de 5 séances pour la totalité des traitements. En revanche, quand on regarde le graphique de droite et qu'on regarde finalement la pratique physique pendant les intercures, donc quand les patients rentrent chez eux, on observe que là, on a une pratique qui est favorisée donc par des jeunes issus des classes moyennes, mais aussi favorisées, mais que c'est une pratique qui est complètement abandonnée des classes sociales les plus populaires. Donc, on montre aussi qu'un capital économique élevé vient encourager la pratique physique pendant les intercures. Donc, les jeunes qui bénéficient d'un environnement, en fait, on retrouve des jeunes, pardon, qui bénéficient d'un environnement favorable à la pratique physique à domicile, avec des jeunes qui ont énormément de ressources à leur disposition, comme par exemple des équipements de musculation, un vélo d'appartement, un VTT électrique, ou encore carrément des coachs à domicile, ce qui vient vraiment faciliter le travail de gestion autonome de la maladie à domicile. Pardon. Puis nous montrons que les patients dotés d'un fort capital culturel possèdent un bon niveau de littératie en santé. Et la littératie en santé, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, ça correspond en fait à la capacité des personnes à trouver, à comprendre ou encore à évaluer et à utiliser les informations de santé pour prendre des décisions éclairées concernant sa santé et son bien-être. Et donc, un bon niveau de littératie aide vraiment les individus à adopter des comportements préventifs et à se sentir plus autonomes dans leur gestion de leur santé. Et donc ici, ce bon niveau de littératie, il encourage vraiment les jeunes à recourir à des dispositifs de soins de support et notamment institutionnels comme l'activité physique adaptée, mais aussi non institutionnels comme l'acupuncture, l'hypnose ou encore la psychologie, dans le but vraiment de venir améliorer leur qualité de vie. Et donc ce soutien global renforce donc le pouvoir d'agir donc des jeunes qui vient les aider finalement à mieux gérer leur maladie de manière autonome. Ensuite, on montre que le capital sportif, donc, qui est acquis notamment par une socialisation familiale sportive, donc par exemple le fait de venir d'une famille de sportifs, va venir faciliter le développement donc, d'un savoir expérientiel acquis au cours des expériences sportives passées, comme par exemple le goût pour les activités physiques, les sensations corporelles ou encore la connaissance de ses limites physiques. Et donc ces savoirs expérientiels, ils viennent apporter aux jeunes des compétences nécessaires pour maintenir un équilibre entre l'effort physique, le plaisir et la fatigue qui va être induite pendant l'effort au cours des traitements, ce qui va venir finalement faciliter la pratique physique et sportive, qui est vraiment perçue ici comme un moyen d'agir pour sa santé. Et donc, on parle vraiment de guérison par corps. Et on se rend compte que ici, les savoirs expérientiels vont vraiment offrir aux jeunes le pouvoir d'agir nécessaire sur leur santé par la mise en mouvement de leur corps malade.
Et donc ici, vous avez un extrait d'entretien qui montre vraiment l'importance de ce capital sportif et notamment des savoirs expérientiels sportifs sur le pouvoir d'agir des jeunes par la pratique d'une activité physique. Et donc ici, on a un jeune donc, qui s'appelle Cédric, qui a 21 ans, qui est un ancien basketteur semi-professionnel. Donc ses parents sont issus de STAPS, donc ils ont fait des études dans le sport. C'est d'anciens basketteurs professionnels. Sa petite sœur est en équipe de France de basket, donc on a une forte socialisation sportive chez ce jeune-là. C'est un jeune aussi qui a à sa disposition un VTT électrique qui en pratique pendant les intercures. Pour lui, c'est une activité de plaisir et en fait, pendant cette activité-là, on a un jeune qui va venir surveiller sa fréquence cardiaque à l'effort, qui va venir adapter son effort par rapport à cette fréquence cardiaque et surtout qui sait, en tout cas, il a les capacités nécessaires, le savoir nécessaire de savoir quand est-ce qu'il doit stopper sa pratique pendant plusieurs jours pour pouvoir se reposer et ainsi reprendre tout doucement. Et donc là, on se rend compte que ce jeune a vraiment les compétences nécessaires pour pouvoir générer une fatigue, on va dire, bénéfique liée au sport, qu'il différencie finalement de celle qui est causée par les traitements. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve chez les jeunes et qui le verbalisent vraiment, et surtout sur ceux qui sont dotés d'un fort capital sportif, où ils vont vraiment verbaliser finalement cette distinction entre la bonne fatigue liée au sport et la mauvaise fatigue liée au traitement. Donc, ils ont vraiment développé cette compétence-là. Ensuite, on montre que bien que les jeunes, en fait, ils aient connaissance aujourd'hui des bénéfices de l'APA, indépendamment de leur position sociale, ils vont pas suivre les recommandations d'une pratique régulière d'activité physique adaptée en raison de trajectoires de maladies différenciées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, au Centre Léon Bérard, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Les jeunes sont vraiment au courant de ce qui se passe. Ils verbalisent pendant les entretiens le dispositif d'activité physique adaptée. Ils savent même me citer les bénéfices que l'activité physique adaptée peut avoir sur eux pendant leur traitement. Mais pour autant, on se retrouve avec des jeunes qui vont pas participer à ces activités physiques. Et nous, du coup, on a distingué vraiment deux trajectoires de maladies différenciées qui viennent expliquer ça. Alors d'une part, on observe une trajectoire donc curative qui est vraiment centrée sur la réussite des traitements où les jeunes vont évaluer leur santé, leur état de santé, pardon, en fonction de leur capacité physique. Donc pour eux, avoir une bonne capacité physique, c'est être en bonne santé. Et on observe chez ces jeunes vraiment une mise à distance donc, de leur identité de malade. Et l'hospitalisation, c'est vraiment une période pour eux de repos qui est faite pour préserver son corps malade et favoriser donc la réussite des traitements. Et cette attitude, en fait, elle reflète une acceptation de la dépendance aux soins et une limitation finalement de leur capacité d'agir sur leur corps. Toutefois, ces jeunes profitent notamment des intercures et du retour à domicile pour être actifs physiquement avec des activités physiques et ou sportives plus ou moins intenses pour finalement venir renouer avec une vie normale. Donc ça, c'est eux qui le verbalisent, une vie normale, ce qui euh, laisse finalement peu de place pour les activités physiques adaptées qui sont institutionnalisées et leur pouvoir d'agir en milieu hospitalier. Et la seconde trajectoire de maladie qu'on a identifiée, elle est quant à elle plutôt axée sur le bien-être, où les jeunes vont évaluer leur santé, enfin leur état de santé ici, avec un équilibre bio-psychosocial. Et donc ces jeunes ici vont rester actifs pendant la période de l'hospitalisation et notamment grâce au dispositif d'activité physique adaptée. Et pour eux, cette pratique d'activité physique régulière pendant les traitements constitue un véritable moyen d'agir pour sa santé. Et elle contribue, donc d'après les jeunes, au maintien justement de cet équilibre biologique, psychologique et social et va venir façonner une image de guerrier qui pour eux est essentielle pour venir combattre la maladie. Et donc par exemple, je vous ai remis un extrait d'entretien. Donc on a Camille, une jeune patiente de 23 ans. Et en fait, on observe dans cet exemple une transformation de son rapport au corps, où son corps, qui est initialement perçu comme étant malade et faible, finalement devient robuste et fort par la pratique de l'activité physique adaptée. Et donc la pratique physique ici lui redonne confiance en sa capacité à combattre la maladie, ce qui vient finalement renforcer son pouvoir d'agir. Et donc tous ces éléments vont venir favoriser finalement la pratique régulière d'une activité physique adaptée pendant les traitements.
Et donc, pour conclure, l'engagement des jeunes atteints de cancer dans une pratique d'activité physique adaptée, donc pendant les traitements, elle met vraiment en évidence d'importantes, malheureusement, inégalités sociales. Et donc, dans un premier temps, nous, on a vraiment montré que, enfin, l'importance de ces dispositions sociales dans la capacité d'agir des jeunes pour leur santé, et notamment au travers des activités physiques, avec le capital économique, culturel ou encore sportif, qui vont permettre finalement de responsabiliser les jeunes pour leur état de santé et ils vont posséder plus ou moins donc les savoirs nécessaires pour agir pour leur santé et donc pour la mise en mouvement pardon, de leur corps malade. Et dans un deuxième temps, donc comme je viens de vous le montrer, on a, nous, identifié deux trajectoires de maladies plutôt différenciées, avec d'une part une trajectoire curative centrée sur la réussite des traitements qui vient laisser peu de place à la part, et d'autre part une trajectoire axée sur le bien-être où la pratique justement de l'activité physique adaptée est plutôt favorisée car bénéfique pour la santé. Et donc, c'est à partir de ces résultats, donc, il conviendra donc de développer finalement des stratégies appropriées pour encourager donc cette pratique physique pendant les traitements et réduire les inégalités. Et c'est ce qu'on essaye de faire notamment avec le groupe de recherche collaborative Alliance que je vous ai présenté tout à l'heure et que Rodolphe vous a aussi, évoqué. Et l'objectif, ce sera à partir donc de ces résultats-là de pouvoir proposer, par exemple, des outils ou alors des actions qui permettront, par exemple, aux jeunes de les aider à distinguer ce qui relève d'une fatigue néfaste liée au traitement, d'une bonne fatigue liée aux activités physiques pour favoriser leur pouvoir d'agir. Voilà, et je vous remercie. Alors, je vais juste éteindre mon partage. Merci Charlotte, merci à tous pour cette présentation extrêmement intéressante et riche, diverse. On voit bien différentes approches de la thématique, aussi bien avec un aspect très fondamental, un aspect pratique et sociologique. Donc, merci pour ce programme. Le temps que les personnes en ligne réfléchissent peut-être à une question, je vais me permettre de poser la première question. Donc, pour lancer cette table ronde, euh, Paul a parlé, je crois que c'est Paul qui a parlé, euh, que l'effet de l'exercice, à moins que ce soit Manon, je m'excuse si je me trompe, que l'effet de l'exercice était potentialisé 1 à 2 heures après la séance. En tout cas, il y avait des mécanismes qui se mettaient en place 1 à 2 heures après la séance. Alors moi, je me pose la question, bien évidemment, du timing entre l'exercice, la séance d'exercice physique et le traitement. Alors, bien évidemment, en termes donc aigus, mais aussi on peut penser au regard en prenant en compte donc des effets sur l'immunité, l'efficacité des traitements, de la faisabilité, etc., etc. Donc, je pense que chacun peut répondre. Peut-être Manon peut commencer. Oui, merci Audrey pour cette question. Peut-être que je peux commencer à y répondre et Paul peut peut-être continuer sur plutôt le côté pharmaco, puisqu'il est pharmacien. En fait, en termes immunitaires, effectivement, il y a une fenêtre où les cellules sont plus activées, donc c'est-à-dire en termes de nombre de cellules, immunitaire, on en retrouve plus au niveau circulant. Donc, on peut imaginer que faire un exercice et administrer les traitements dans la foulée, ça pourrait avoir potentiellement un effet d'amélioration de l'efficacité des traitements. Alors, est-ce on doit le faire juste avant, pendant, après? On s'était vraiment posé cette question lors du projet Erika avec toute l'équipe APA et aussi les médecins. Donc on l'a fait avant parce qu'on voulait profiter de cette fenêtre d'activation puisqu'on a 1 heure en fait avant que l'activité des cellules diminue. Mais pourquoi ça n'aurait pas pu être pendant l'administration et traitement? Et là, on s'est plutôt heurté à cette crainte plutôt clinique où en fait, comme on ne connaît pas l'effet véritable de l'exercice en termes soit immunitaires chez ces patients-là ou même en termes pharmaco, ben, on n'a pas mis en place pendant l'administration des traitements. Et effectivement, ça pourrait être après. Là, c'est plutôt un problème organisationnel, enfin un problème. Le patient est déjà installé pendant 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Il est là déjà en hôpital 2 jours. Peut-être même qu'il a attendu 2 heures ou 3 heures avant d'être installé dans son box. Donc, on était moins favorable à le faire après les traitements.
Et donc, voilà, passer un peu la main à Paul, en fait, il y a quelques études, mais de longue date, qui ont montré que l'exercice pouvait modifier la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de molécules. Alors, les études ne concernaient pas du tout les molécules de chimiothérapie ou encore l'immunothérapie, bien qu'on n'est pas sur les mêmes cinétiques de distribution des molécules. Et effectivement, l'exercice, donc déjà, en augmentant le débit cardiaque, ben, on aura potentiellement plus de principes actifs à circuler, peut-être plus vite vers la zone tumorale. Euh, et puis aussi, on sait que l'exercice modifie le métabolisme de certaines cellules, et notamment donc, au niveau, par exemple, du foie, où là, on a les molécules qui sont on va dire, traitées, si je peux dire comme ça. Enfin, Paul me corrigera. Et peut-être qu'il pourrait expliquer voilà, comment ça se passe et comment, si on augmente le débit cardiaque, est-ce qu'on peut modifier la pharmacocinétique d'une molécule? Bah, peut-être que là, Paul, tu pourrais peut-être y répondre. Bah ouais, moi je rejoins pratiquement tout ce que tu as mentionné jusque-là. C'est vrai que l'activité physique va beaucoup changer tout simplement la pharmacocinétique d'un médicament. Déjà par rapport non seulement au débit cardiaque, où on va avoir une meilleure diffusion de ces médicaments, surtout pour les immunothérapies, on les administre principalement par voie intraveineuse, donc directement dans le sang. Donc c'est sûr que changer ce débit cardiaque, ça va forcément avoir un impact sur la distribution du médicament. Et on va avoir aussi l'effet de la perfusion du traitement avec tout simplement les vaisseaux sanguins qui vont être plus élargis et du coup une meilleure diffusion dans les tissus. Et c'est ce qu'on voit principalement avec les cellules tumorales, enfin en tout cas dans les zones tumorales, parce que c'est des zones qui sont très irriguées. Déjà parce que, il y a un besoin métabolique fort de la part des tumeurs qui ont besoin d'avoir beaucoup d'énergie et du coup beaucoup de vaisseaux sanguins qui les rejoignent. Mais en plus, ça permet aux tumeurs de pouvoir se disséminer plus facilement dans l'organisme. Donc, en donnant ces médicaments par voie intraveineuse et avec les immunothérapies, du coup, on va avoir un effet beaucoup plus important. Et puis, ce que Manon t'avait montré dans ta présentation plus tôt et que j'avais très brièvement mentionné dans ma diapo, c'est que on va avoir des différences de l'infiltration immunitaire selon le stade de l'activité physique. Et c'est vrai qu'au pic de l'activité physique, c'est là où on va avoir une meilleure pénétration des cellules immunitaires. Mais si on attend trop longtemps après, on va avoir une lymphopénie et justement, on va avoir moins de cellules immunitaires que dans un état basal. Donc, le timing va être essentiel et si on attend trop longtemps, enfin, si on attend 1 à 2 heures après, on va être dans un stade où le traitement risque de peu marcher parce qu'on va retrouver moins de cellules immunitaires à ce stade-là. Et donc, l'idéal, ça serait non seulement de faire ça avant le traitement, comme vous avez fait dans vos études et ce qui avait déjà été montré, parce que on va avoir déjà le traitement qui va être un minimum diffusé dans l'organisme. Donc, on va avoir une efficacité plutôt correcte. Mais le moment idéal serait de faire ça pendant le pic de l'activité physique. Mais d'un point de vue pratique, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ouais, je suis d'accord et je complète aussi. On se pose la question dans la littérature que, en fait, on sait que lors de l'exercice, il y a une redistribution de la masse sanguine vers les territoires actifs. Donc, quand on fait l'exercice, c'est plutôt les muscles et moins les organes digestifs. Alors, qu'en est-il si, par exemple, la tumeur est localisée au niveau d'organes digestifs, par exemple? Est-ce que du coup, on a des organes qui seraient moins perfusés et donc qui recevraient moins de cellules immunitaires, par exemple, lors de l'exercice? Donc, aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question parce que on n'a pas forcément accès en pratique à la tumeur du patient. Parce que, par exemple, dans les cas métastatiques, on biopsie très rarement la tumeur, la tumeur est plutôt, elle n'est pas forcément accessible. Donc là, on n'a pas, on pourrait pas, par exemple, faire une biopsie avant et après un programme d'exercice pour voir vraiment l'effet de l'exercice en tant que tel. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, les modèles précliniques sont vraiment essentiels pour répondre à ces questions et j'espère qu'on arrivera à tendre vers d'autres moyens que ces études précliniques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si...
le chat n'est pas très actif, ou comme on n'est pas beaucoup, peut-être que vous pouvez Non, je pense éventuellement que prendre la non, parole. c'est bien que les gens posent leurs questions Ouais. directement. Présentez-vous et puis n'hésitez pas, s'il vous plaît. Hmm. Peut-être que je peux peut-être poser une question qu'on me pose souvent. Non, Euh, bon, Juste pour rester dans la même thématique, il y a ah bah non, sinon il y a non, il y avait Philippe qui voulait poser une question. Vas-y Philippe, si tu veux poser une question, j'ai vu que tu avais désactivé ton micro. Euh, oui, Oui, on en t'entend. fait, non, mais j'ai envoyé ma question par mail sur la boîte de Audrey Bergougnan, comme elle nous l'a demandé, mais je vais vous la donner en direct. Voilà, je me posais la question suivante, moi. On sait que l'activité physique, elle peut avoir des effets délétères chez la personne en bonne santé, notamment par des excès. On sait aussi que chez une personne atteinte de cancer, par exemple en raison de l'anémie qui est induite par les traitements, si cette personne a une fragilité cardiovasculaire, l'activité physique peut être délétère. Ça, on le sait sur le plan organique. Maintenant, ma question, c'est autour du système immunitaire. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que tu penses, Manon, que l'activité physique puisse compromettre le système immunitaire de ces patients atteints de cancer du fait de la maladie ou du fait des traitements? Ok, merci Philippe. Je t'en Euh, prie. hum, donc peut-être que avant de commencer, Paul, tu peux juste rappeler ce que c'est une immunodépression. Comme ça, on met le contexte. Alors, l'immunodépression, en fait, comme le nom l'indique, c'est une inefficacité, qu'elle soit fonctionnelle ou qu'elle soit par rapport aux cellules elles-mêmes, du système immunitaire. Donc, en fait, ça peut être lié notamment avec des traitements par chimiothérapie, où le concept de la chimiothérapie, c'est de détruire les cellules. Donc, on essaie de détruire les cellules tumorales, mais d'autres cellules peuvent aussi être détruites, et notamment des cellules du système immunitaire peuvent être détruites. Donc, ça implique que chez ces patients qui ont de la chimiothérapie, on a un risque d'avoir une immunodépression et donc ils ont un système immunitaire qui n'est pas suffisamment efficace. Et donc, d'être plus sensible à des maladies qui vont être opportunistes parce que on va avoir des infections qui peuvent plus facilement arriver chez ces patients du fait du système immunitaire qui est principalement l'inné, qui est incapable de se défendre et de réagir face à ce danger. Oui, et donc, effectivement, ces patients atteints de cancer sont plus sensibles aux infections. Et on a beaucoup parlé de cette open window où il y avait le risque d'infection qui était accru après un exercice. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas de preuve que chez le patient, en tout cas, faire un exercice, ça augmenterait ses risques d'infection. Et en plus, il faut savoir que ces études-là, où on avait justement trouvé que l'exercice augmentait le risque d'infection en raison d'une immunodépression, elles sont un peu pas toutes vérifiées, notamment parce que pour des conditions méthodologiques, il faut savoir que ces études-là sont issues de populations qui étaient des athlètes. Euh, donc, c'est souvent des personnes qui s'entraînent énormément, qui ont un volume d'heures d'entraînement important dans la semaine, et voilà, où on a pu retrouver des sensibilités aux infections, comme par exemple des rhumes. Mais aujourd'hui, on parle donc d'un entraînement intensif avec, donc, en termes de durée, d'intensité. Et donc, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, et encore moins chez le patient. Et je pense que c'est pas du tout un discours qu'il faut tenir auprès d'un patient où l'exercice augmenterait l'immunodépression, euh, parce que déjà, il y a plus de bénéfices d'activité physique, enfin, d'en pratiquer que de ne pas en pratiquer. Et ces risques d'immunodépression, les études qui l'ont montré, je rappelle, c'est sur les athlètes et pas chez les patients. Et les patients, on leur fait rarement pratiquer un exercice supra-intense. On est plutôt sur des modérés. On peut faire des pics intenses, mais ça reste très ponctuel. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question et mis peut-être une petite lumière sur des questions qui se sont souvent posées. Merci Philippe. Merci, Manon. Est-ce que nous avons d'autres questions chez les participants? Peut-être sur des questions, par exemple, de mise en place de l'activité physique. Non. Alors,
N'hésitez pas hein, à me couper, mais moi j'ai plein de questions parce que j'ai trouvé ça passionnant, toutes ces présentations. J'ai une question plus pour Charlotte. Tu as fini la présentation en parlant de deux trajectoires centrées ou non. Alors, une centrée plutôt sur le traitement médicamenteux, l'autre plutôt sur l'APA. Donc, on voit bien une santé sur le corps, l'autre sur le bien-être, si je peux me permettre. Est-ce que on a des données sur l'association entre ces trajectoires et l'efficacité des traitements, aussi bien au niveau du traitement de la maladie que du bien-être? Alors, c'est des données qu'on n'a pas récoltées, mais qu'on peut récolter, en tout cas à partir des comptes rendus qui sont établis par les médecins, puisqu'on a accès au dossier des patients. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je prévois de faire dans un deuxième temps, de regarder effectivement si au niveau du parcours de soins, en fonction de comment est-ce que ça se déroule aussi, est-ce que ça va jouer sur la façon dont le patient va percevoir sa trajectoire de maladie. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait puisque c'est quelque chose que je voulais aussi faire et faire le lien avec la deuxième phase de l'étude en fait qui concerne plutôt la phase d'après-cancer. Puisqu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais c'était juste écrit sur le petit schéma méthodologique où en fait on fait deux entretiens avec les patients. On fait un entretien plutôt au début du parcours de soins ou alors au milieu pendant la phase des traitements. En fait, c'est les patients qui décident le moment pendant lequel ils veulent faire l'entretien, mais en général, c'est plutôt au milieu, fin de traitement. Et après, on refait un entretien un an après. Et donc là, on est en train de terminer les entretiens de cette phase-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore regardé finalement comment est-ce que le parcours de soins avait été vécu. Parce qu'en fonction de, voilà, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe un an après, le vécu peut être différent. Et puis le ressenti sur l'activité physique adaptée n'est pas le même forcément. Parce que quand on est pendant les traitements, on a une certaine vision. Et puis quand on en reparle un an après, la vision a parfois complètement changé. Donc, c'est des résultats qui sont à prendre uniquement pendant la phase des traitements, mais qui seront en tout cas affinés avec la seconde phase des entretiens qui arriveront bientôt. Et je me permets alors, juste une question de suivi qui m'est venue pendant ta réponse. Euh, donc là, tu as regardé les causes éventuelles de différences, d'acceptation, ou en tout cas de lien enfin, avec l'APA. Et donc, on voit des inégalités sociales ressortir. Je me posais aussi la question, en anglais, on parle de self-efficacy to exercise, de cette capacité, on croit être capable à faire de l'exercice. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez posé, une question que vous avez posée? D'ailleurs, Rodolphe a parlé aussi de la sédentarité. Il faut savoir que maintenant, il existe des mesures hein, de cette self-efficacy, être moins sédentaire. Donc, on a le côté plus exercice et moins sédentaire, parce que on pense quand même souvent que si on ne se croit pas capable de faire de l'exercice, on ne va pas le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Ouais, en fait, alors on l'a pas tourné de cette façon sur la question, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a questionné au travers de d'autres interrogations chez les patients et c'est quelque chose qui est ressorti, en fait, cet élément de se dire, bah, en fait, moi, je me sens pas capable ou je pense ne pas être capable de pratiquer une activité physique. Et finalement, c'est ce que j'ai montré un peu, c'est que le fait finalement d'avoir, par exemple, des savoirs expérientiels sportifs permet justement de savoir en fait que notre corps va pouvoir endurer ces traitements et en plus de ça qu'on va être capable de pouvoir faire de l'activité physique pendant ces traitements. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, sur le dernier entretien que je vous ai montré avec Camille, qui nous disait que finalement, Oui. elle a compris que son corps était robuste par la pratique d'une activité physique adaptée. Et ben ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement chez les jeunes qui sont plutôt voilà, dans la trajectoire de bien-être, mais qu'on ne retrouve pas chez les autres patients qui restent vraiment sur je ne veux pas pratiquer pendant les traitements parce qu'en fait, je suis déjà fatiguée, mais même si on me dit que l'activité physique, elle est bénéfique pour la fatigue, bah, en fait, ils n'arrivent pas à distinguer, ils n'ont pas les capacités, les compétences nécessaires de distinguer ces deux types de fatigue-là. Et donc, on a des patients qui préfèrent rester au repos pendant la phase des traitements, au risque de devoir être trop fatigués, de devoir retarder ensuite les chimiothérapies, etc. Mais ce qu'on a montré aussi, et chose qu'on prend vraiment en compte avec Rodolphe, c'est que même si c'est des patients qui pratiquent pas à l'hôpital, ils vont pour certains pratiquer chez eux.
à domicile. Et donc, nous, ce qu'il va falloir faire derrière, c'est vraiment de trouver les moyens et les systèmes de pouvoir mieux accompagner ces patients dans cette pratique autonome à domicile qui aujourd'hui n'est pas réellement encadrée ou en tout cas pas forcément suivie. Euh, ce qui nous aiderait en tout cas à améliorer donc cette prise en charge et donc de les amener ensuite à pratiquer sur l'activité physique plutôt institutionnalisée. Super, merci. On a Tony qui, Rodolphe. qui n'ose pas prendre la parole et qui a écrit, mais il n'y a aucun problème. Je vais me permettre de lire la question à tout le monde. Donc, Tony qui explique qu'il est éducateur sportif spécialisé en cancérologie. Euh, donc, il a beaucoup apprécié le nombre ainsi que la diversité des projets proposés par le CLB et il voudrait savoir comment sont financés ces projets et si les patients payent une contribution. Merci Tony pour la question. Alors, c'est totalement gratuit pour les patients, donc ils peuvent bénéficier à tout moment du parcours de soins de l'activité physique adaptée quand c'est encadré par les professionnels de l'établissement. Alors, il y a plusieurs sources de financement. Il y a l'établissement qui soutient du coup certains postes, notamment parce qu'il y a des postes qui s'autofinancent aussi avec des dispositifs comme les hôpitaux de jour. Et puis après, donc, ça va être les dons principalement qui vont permettre de mettre en place l'activité physique en routine auprès des patients. Donc on a des grands donateurs comme la Ligue contre le cancer et Courir pour elle qui sont avec des conventions depuis quelques années, enfin depuis pratiquement le début avec nous pour nous soutenir. Et puis les dons de manière plus générale aussi qui contribuent chaque année à soutenir les postes des enseignants en APA. Et puis aussi, moi, à travers du coup la présentation, j'ai essayé de montrer la synergie entre l'activité de recherche et l'activité clinique. Et donc, il y a beaucoup de projets de recherche qu'on mène, plus de 24 sur ces 15 dernières années, qui permettent aussi de financer du temps d'enseignant en APA et de financer de l'intervention pour les patients. Donc, à la fois, ça permet de démontrer la faisabilité et l'impact positif que peut avoir le dispositif, et ça permet aussi de l'initier et de l'inscrire dans le temps. Et peut-être, Rodolphe, si tu avais un conseil voilà, pour des établissements qui n'ont pas les moyens ou pour le moment pour développer l'activité physique, je ne sais pas, qu'est-ce que, quel conseil tu pourrais voilà, a- apporter voilà, pour un enseignant en APA ou un éducateur sportif spécialisé en cancérologie, par exemple? Alors, ça vraiment dépend du contexte pour le coup. De plus en plus, les collectivités territoriales, elles développent du coup des financements dans le cadre de l'activité physique, avec notamment la stratégie nationale, la prescription du sport sur ordonnance. Donc, ça peut être intéressant d'aller se rapprocher des CPTS notamment. Il y a le côté aussi donc d'aller auprès de la Ligue qui soutient aussi la mise en place des dispositifs en lien avec l'activité physique. Et puis après, bah, si on est dans un établissement comme l'île CLB, avec un fort intérêt pour la recherche, c'est d'essayer de lier au maximum l'activité de recherche et l'activité physique adaptée pour, d'un côté aussi, ben, la recherche collaborative, c'est alors, la collaboration, mais la recherche collaborative aussi, c'est pas que auprès des patients, c'est aussi en intégrant les différents professionnels pour essayer de voir comment, dans l'organisation de l'établissement, peut s'inscrire un programme et un dispositif. Donc, voilà, il n'y a pas de solution idéale qui marche partout, c'est vraiment d'essayer de voir un petit peu dans son environnement ben, quel est le contexte et du coup de tenter d'aller se rapprocher des acteurs qui sont en lien avec l'activité physique. Et Merci. peut-être aussi, tout le monde n'est pas au fait sur la recherche collaborative et on entend beaucoup, de plus en plus parler. Alors moi, c'est vrai que j'en savais rien issu des STAPS et encore moins de la sociologie. Moi, je suis très, très physio. Voilà, j'en avais pas connaissance et grâce à Charlotte qui a apporté cette vision au Centre Léon Bérard, on a pu voilà, développer plusieurs projets. Et par exemple, en faisant ce webinaire, on a demandé à Paul s'il savait ce que c'était la recherche collaborative. Et il a vraiment pas répondu. Donc peut-être juste si tu peux voilà, un peu mieux le réexpliquer, enfin, mieux, le réexpliquer, et peut-être si on peut l'intégrer, si selon toi on peut peut-être l'intégrer, par exemple pour la recherche de Paul, est-ce que lui il pourrait l'intégrer avec ses cellules par exemple Ouais, alors en fait, bah, la recherche collaborative, pour en dire très brièvement quelques mots, aujourd'hui, ça apporte plusieurs noms, hein. Il y a, on entend souvent, par exemple, patient expert, patient partenaire, patient co-chercheur. Il y a énormément de choses qui existent. Il y a recherche participative, recherche collaborative. Bon, euh, il n'y a rien qui est vraiment trop cadré aujourd'hui. Chacun y met un peu ce qu'il veut derrière ces mots-là. Mais globalement, la recherche collaborative,
c'est quand on associe, ou en tout cas moi, la conception que j'en ai, c'est quand on associe donc les personnes concernées, donc ça peut être des citoyens, des patients, des professionnels, enfin, en fait ça dépend vraiment du sujet. On les associe donc à toutes les étapes de la recherche et donc ça va de la conception de la recherche à la création des outils méthodologiques, ensuite à parfois la mise en œuvre de cette méthodologie, récolter les données, analyser les données, ensuite discuter les résultats et ensuite produire donc des publications ou encore des actions très concrètes à partir de ces personnes-là. L'objectif étant enfin en tout cas ça part du principe que les patients, je prends l'exemple des patients parce que on en a parlé, mais l'objectif, c'est de dire que les patients, en fait, eux, ils ont un savoir, ils ont un vécu à domicile que nous, chercheurs ou encore médecins, professionnels, etc., n'avons pas, parce qu'on n'est pas chez les patients, on n'est pas chez eux avec eux au quotidien, on ne sait pas ce qu'ils vivent concrètement en fonction de leur métier, leur capacité, leur savoir de base, où est-ce qu'ils habitent, etc. Et donc, faire de la recherche collaborative nous permet en tout cas, en théorie, de co-construire que ce soit des dispositifs, des programmes d'activité physique adaptée, par exemple, qui soient plus adaptés par rapport aux compétences, enfin aux besoins des personnes concernées, puisqu'en fait, on les sollicite et on leur demande leur avis. Donc forcément, quand on demande l'avis de quelqu'un, en théorie, c'est censé être plus adapté. Après, bien évidemment, on essaye toujours de réduire les inégalités, mais on n'arrive pas à associer les personnes qui sont plutôt précaires dans ce type de dispositif. Donc finalement, on reproduit toujours des dispositifs qui sont adaptés pour des personnes qui sont ce qu'on appelle, nous, plus dotées en termes de capitaux culturels, donc qui ont déjà beaucoup de savoir. Donc en fait, on va donner les moyens aux personnes qui sont déjà au courant, par exemple, de faire de l'APA, de pratiquer de l'APA. Pour vous donner un exemple très concret. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye encore de travailler. Et pour répondre à ta question, Manon, est-ce qu'on peut faire de la recherche collaborative? Donc, par exemple, sur l'exemple de Paul, en fait, j'ai envie de dire que oui et non. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode. C'est pas parce que voilà, c'est à la mode qu'il faut forcément en faire, qu'il faut forcément s'obliger à faire de la recherche collaborative. Tout ne s'y prête pas forcément. Mais en tout cas, je sais que les financeurs aujourd'hui demandent ne serait-ce que d'avoir une réflexion en fait sur le sujet et par exemple de se dire, bon, demain, moi, je travaille sur une cohorte. Est-ce que je ne peux pas juste solliciter un groupe de patients pour les questionner, par exemple, sur la cohorte ou sur voilà, des éléments auxquels on pourrait penser dans la recherche? Alors, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi, mais D'information, par voilà, exemple. comme la lettre d'information, parce que c'est vraiment des documents qui sont assez lourds à digérer pour les patients quand on les inclut. En général, on passe très vite sur les éléments, ça fait 6 ou 7 pages, et encore, je suis gentille. Mm. C'est assez incompréhensible. Donc, effectivement, par exemple, d'associer des patients pour co-construire ces lettres d'information-là permettrait de rendre plus lisible, en tout cas, ces éléments-là, et en tout cas, aux patients de s'engager dans les recherches. En conscience de ce qui se Mm. passe réellement et pas juste de j'accepte, je signe parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait que je rentre dans l'essai clinique et que c'était bien pour moi. Merci Charlotte. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'audience? Sinon, moi j'avais une question pour Rodolphe. Tu as parlé d'une étude européenne. Je trouvais ça très ambitieux, très intéressant. Et du coup, ça m'a fait, je me suis demandé finalement quel était le parcours de soins en Europe. Alors, tu as fait un très bel historique au départ sur l'APA, sur l'avancée de la place de l'activité physique dans le parcours du soin. Alors, bien évidemment, on n'a pas personne atteinte de cancer, mais aussi ça se vaut pour d'autres pathologies de longue durée. Quel est finalement le positionnement de la France sur la scène européenne? Est-ce que tu penses qu'on est pionnier? Est-ce que finalement on est en retard? Est-ce que tu as un petit peu une vision par rapport à ça? Alors du coup, déjà, ça a un peu biaisé par rapport aux centres qui participent dans le cadre de l'étude Forti, parce qu'ils sont tous, dans le cadre du financement européen, ont tous bénéficié aussi de fonds qui permettent de soutenir ce qui était déjà en place dans les établissements. Je dirais on n'est pas on n'est pas en avance, on n'est pas en retard. On a sur des points, on va réussir à avoir de la diversité dans l'approche qui est proposée aux patients avec des dispositifs en présentiel, en distanciel qu'on ne va pas retrouver dans tous les établissements.
Et en même temps, par exemple, en Espagne, à Madrid, on va avoir l'APA qui va être intégrée de manière peut-être plus systématique dans le parcours de soins du patient. Donc, ils vont réussir à recruter, entre guillemets, des patients plus facilement. Après, le taux d'adhésion, il est toujours assez inégal. Enfin, au niveau des structures, au niveau de l'organisation, c'est surtout ça en fait qui va être différent. On va avoir des différences entre des établissements qui vont être exclusivement dédiés à la pédiatrie et des centres comme le nôtre qui vont faire aussi de l'adulte, de l'adolescent, jeunes adultes. Mais voilà, globalement, ça c'est une bonne surprise parce que c'est très développé en termes d'infrastructure. Tous ont un espace dédié à l'activité physique dans les établissements. Tous ont des professionnels dédiés avec une intégration dans les équipes pluridisciplinaires. Voilà, chacun ses forces, ses faiblesses. On n'est pas en retard, pas en avance. Mais une nouvelle fois, c'est des centres qui ont été sélectionnés, entre guillemets, qui avaient déjà un potentiel de recrutement, déjà une offre mise en place. Et c'est pas pareil sur tous les territoires. Alors qu'en France, peut-être, on a peut-être de l'avance avec un peu plus de répartition, d'homogénéité sur l'activité qui est proposée aux patients dans les différents centres. Et d'ailleurs, tu as parlé de 3 grands centres en France, ce sont lesquels? Euh, à quel moment? Non, Sur j'ai l'impression que quand tu as présenté le centre du CLB, tu as dit on fait partie d'un des 3 gros centres de... Ah, on fait partie des 18 centres Unicancer. Alors, il y en a 18 qui sont, Ah, alors, non, mais qui sont moi, les principaux centres Unicancer. Il y en a des plus gros que d'autres, avec l'Institut Gustave Roussy à Paris, l'IGR, qui est connu sous ce nom-là, l'Institut Curie, notamment. Et Lyon en fait partie aussi des gros centres, mais les autres aussi ont tous pratiquement de l'activité physique adaptée aujourd'hui. d'accord. Par exemple, si je prends l'exemple par exemple, du centre Oscar Lambré, qui en 2016 n'avait que un enseignant en APA. Aujourd'hui, ils sont 4. Ils ont aussi un espace pour pratiquer l'activité physique. Ils font aussi de la recherche. Bon, il y avait Joris Mallard qui était connecté tout à l'heure, qui est à Licence, à Strasbourg. Eux, ils ont, donc, si je me trompe, hein, peut-être que je me trompe, mais il est plus là. Dommage, il aurait pu me contredire. Mais Mhm. eux, ils font beaucoup de recherche et peut-être moins de cliniques. En fait, voilà. Et je pense qu'à terme, l'idée, ça serait de tous se rassembler pour justement avoir des pratiques et des échanges voilà, entre nous sur nos pratiques d'activité physique Ouais, pour les monter un patients. réseau. Bah, sur Unicancer, c'est en train d'être fait. En effet, justement, là, un premier état des lieux de ce que fait chacun au niveau des établissements. Et puis derrière, d'essayer de voir comment on peut collaborer pour développer encore davantage la prise en charge en avant. Alors, je redonne la possibilité aux personnes toujours en ligne, si elles ont une question, n'hésitez pas. Et alors, sinon, moi, j'ai une dernière question. On a Mm. 5 minutes. Peut-être plus pour Paul. Euh, alors, je me trompe peut-être, mais j'ai toujours entendu parler de l'effet Warburg. Donc, si je comprends bien, c'est la cellule cancéreuse qui va activer la glycolyse. Et dans cette activation de la glycolyse, on va avoir une accumulation du lactate. Et euh, le lactate est aussi une molécule que l'on pense de plus en plus être pas qu'une. Pendant longtemps, on pensait en physio de l'exercice, c'était une molécule un peu inerte. Finalement, ça intervient dans les signaux, dans la signalisation cellulaire, etc. Et une des idées, c'est peut-être que l'exercice pourrait aussi jouer sur ce métabolisme du lactate. Alors, je ne sais pas à quel point c'est une théorie en vogue, mais finalement sans grand fondement. Est-ce que on a des données plus fortes récemment, ou qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez un avis sur le sujet? Alors c'est vrai que moi je suis plus expert en immunologie liée au cancer plutôt que la cancérologie en elle-même. Donc je ne saurais pas non plus trop, enfin je ne connaissais pas cet effet par rapport à justement la production de lactate par la cellule cancéreuse. Après c'est vrai que l'activité physique en elle-même ayant un rôle dans la production de lactate, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une synergie qui se fait à ce niveau-là. Mais je ne saurais pas vous en dire plus que ça, malheureusement. J'ai pas Et, plus de en connaissances fait, sur ce. les deux, c'est peut-être est-ce que donc l'exercice en allant utiliser du glucose enlève du substrat à la cellule cancéreuse. Donc, on aurait une compétition entre les deux, entre l'exercice et la cellule cancéreuse. Donc, le muscle, finalement, entre le muscle et la cellule cancéreuse, le muscle va aller utiliser, capter ce glucose.
Et puis en plus, mais aussi peut-être à certaines intensités, chez la personne fatiguée, on n'a pas besoin de taper dans des intensités très élevées, hein. Une personne fatiguée peut Mm. faire du lactate Peut-être que rapidement. Voilà. j'ai peut-être un élément de réponse parce que on me pose souvent cette question sur l'effet Warburg et effectivement la cellule cancéreuse est reconnue pour avoir un métabolisme différent. Donc le métabolisme, c'est l'utilisation de l'énergie pour effectuer ses fonctions. Et effectivement, elle a un métabolisme dit plus glycolytique. Ça veut dire que même en l'absence d'oxygène, elle est capable de fonctionner, alors qu'une cellule normale, en l'absence d'oxygène, elle n'est pas capable, du moins pas, la plupart des cellules ne sont pas capables de fonctionner. Et donc, ça voudrait dire que même si on coupe l'apport de sang, il y a eu Paul, il y a eu des anti-angiogéniques et qui fonctionnent toujours d'ailleurs. En fait, on avait dit, bon, bah, si on apporte moins de sang, donc moins d'oxygène, donc potentiellement, la tumeur, elle va décroître. Et effectivement, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, je ne connais pas la proportion, mais il y a beaucoup de patients qui deviennent résistants à ces thérapies-là, puisqu'en fait, la tumeur, elle va développer en fait des mécanismes pour contrer justement cette coupure d'oxygène ou de vascularisation pour continuer à se développer. Mm. Et donc, il y a des recherches qui ont montré, comme je l'ai mis dans ma présentation, qu'on pouvait renverser ce système en rendant ces cellules ou en les obligeant en fait à passer d'un métabolisme glycolytique vers un métabolisme oxydatif, c'est-à-dire que on va forcer, c'est vraiment, moi c'est pas non plus ma thématique, mais voilà, en fait on va forcer la cellule à utiliser de l'oxygène et donc à moins produire de l'acidose, parce que l'acidose, si le milieu est acide, en fait, ça promeut la prolifération cellulaire. Et voilà, c'est en ça que l'exercice va pouvoir, quand on dit un remodelage métabolique, c'est en ça que l'exercice peut agir. Aujourd'hui, on n'a pas tranché sur les modèles précliniques, parce que là, on n'en est que à ce stade-là. Je ne sais pas, c'est peut-être pas 50-50, mais une partie qui dit oui, il y a un effet sur la perfusion, sur le métabolisme, et l'autre partie qui dit bah non, on n'a rien retrouvé. Donc aujourd'hui, on n'est pas arrêté sur la question, mais c'est encore un domaine à explorer, tout comme l'immuno-onco-exercice. Et je Voilà. rebondis aussi par rapport à dessus, où justement on considère que les tissus cancéreux sont en hypoxie parce que justement en fait, les besoins sont tels de la tumeur que on a un développement des vaisseaux sanguins, mais c'est toujours pas suffisant. Et à la différence d'un tissu sain et d'un tissu, d'un muscle en l'occurrence, on va avoir une situation réelle d'hypoxie. Et le système immunitaire va également s'adapter dans ce phénomène-là d'hypoxie et on va avoir justement un switch, notamment pour les macrophages, où on va avoir des macrophages qui vont être différents que dans un tissu sain. Donc c'est juste pour rebondir, pour ajouter un petit point de détail. Mais c'est vrai que sur les mécanismes glycolytiques, je ne suis pas forcément trop dans ce milieu-là. Mais par rapport à l'hypoxie, par rapport à l'oxygène, effectivement, il y a tout un métabolisme qui change avec les cellules cancéreuses. Après, dans le cadre de l'activité sportive, ça montre aussi l'importance d'une activité sportive régulière. Parce que dans une activité sportive, s'il n'y en a qu'une seule, aussi intense qu'elle soit, elle va être dans une durée courte et donc va pas forcément changer grand-chose par rapport au cancer et par rapport à son approvisionnement, même si elle est posée pour quelques minutes ou heures, elle va reprendre de plus belle plus tard. Alors qu'en ayant une activité physique régulière, au moins on va pouvoir diminuer l'apport global, bien que la tumeur va pouvoir trouver d'autres mécanismes pour changer son propre métabolisme. Ouais, Super. merci Paul. Merci infiniment pour ces échanges fort intéressants, divers, stimulants. J'ai fortement apprécié toutes vos présentations. Encore merci à Manon pour l'organisation, Paul, Charlotte et Rodolphe aussi pour vos interventions. Merci aux personnes en ligne de nous avoir écoutés. J'espère que vous aurez trouvé ça aussi intéressant que moi. Je vous rappelle qu'on a un prochain webinaire, donc le 15 janvier, 16h-18h, au cours duquel je présenterai donc, le GDR, ses actes scientifiques, son fonctionnement et les actions à venir. Voilà, je vous souhaite à tous
Très bonne soirée. C'est le dernier webinaire de l'année, donc une très belle fin d'année, de belles fêtes également, et à très bientôt. Voilà, Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. À Bonne tous. Bonne fin d'année. soirée. Merci Audrey. avec grand Au plaisir. revoir. Au revoir.